Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et oui, le premier tour éliminatoire de la NFL est déjà derrière nous. Alors, on va faire un regard vers l'avant, étant donné que la deuxième ronde, ça va commencer samedi après-midi. Puis là, les poids lourds vont s'ajouter. Bien sûr, je parle des premières têtes de série du côté de l'association américaine, les Chiefs de Kansas City, et de la nationale, les Lions de Détroit. Alors, on va discuter de tout ça en compagnie de Marc-André Chaloux. On va faire un survol des 4 matchs éliminatoires. Ça va vite du côté de la NFL. Seulement 4 matchs cette semaine. La semaine prochaine, il va juste en avoir 2 avec les 2 finales d'association. Je vais recevoir également l'humoriste Maxime Martin. J'ai eu une belle conversation avec Maxime, qui est un grand fan de football, de sport en général. Alors, on va parler, bien sûr, de ce qu'il a pensé, de ce qu'il pense des éliminatoires présentement, mais aussi de ses projets à venir. Maxime a lancé un nouveau podcast et il a un nouveau spectacle dont la première aura lieu à Québec au début du mois de février. Alors, on va parler de tout ça en compagnie de Maxime. Puis, on va faire un tour également du carrousel des entraîneurs-chefs, toujours en compagnie de Marc-André. Là, il y a plusieurs changements du côté de la NFL. Les Cowboys de Dallas, Mike McCarthy ne sera pas de retour à Dallas. Alors, on va parler de tout ça un peu plus tard au cours du podcast. Mais tout d'abord, on va accueillir Marc-André afin de mettre la table pour le deuxième tour éliminatoire. Ça va commencer samedi après-midi à Kansas City, hein, Marc-André? Exactement. Les Texans, oui, 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 vous avez bien entendu, les Texans de Houston vont se rendre à Kansas City pour affronter les Chiefs. Ça se passera à 16h30, tu l'as dit, samedi. Et ces deux équipes s'étaient affrontées lors de la semaine numéro 16. Une victoire de 27-19 des Chiefs sur les Texans. Ouais, puis ça va être un match serré comme toutes les rencontres, on dirait, des Chiefs cette année, hein. C'est tout le temps serré. Combien de fois les Chiefs ont gagné des matchs par un écart seulement d'une possession. Puis là, mine de rien, les Texans, pour une deuxième année de suite, Marc-André, ils ont gagné un match éliminatoire sous la Mhm. barre de D'Amico Ryans. Mais je regardais la rencontre, justement, là, de la semaine 16 entre les deux, comme tu le disais, du côté des Chiefs et des Texans. Qu'est-ce qu'il y avait à retenir? Parce que ça a été une victoire typique de Kansas City. Là, encore une fois, ça avait été un match très serré. Je ne suis pas certain que les Texans peuvent causer une surprise en affrontant les Chiefs, qui, eux, vont être reposés, étant donné qu'ils ont eu un congé la semaine dernière. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Mais moi, je favorise Kansas City afin de l'emporter devant ses partisans. Puis, il est supposé avoir du temps froid également à Kansas City. Les Texans sont habitués de jouer dans leur stade couvert. Souviens-toi, l'année dernière, lors du match éliminatoire entre les Chiefs et les Dolphins, bon, tu vas me dire, les Dolphins, c'est différent, mais on n'avait aucun intérêt du côté de Miami de jouer dans le froid. Alors, je ne sais pas justement si la température, justement, va refroidir les ardeurs des joueurs des Texans, en particulier de la défense, qui a vraiment été incroyable la semaine dernière contre les Chargers. Didier, tu te souviens de la statistique qu'on s'était dit? Au premier tour éliminatoire, un match à quoi? À 15h30, heure de l'Est, à 16h30. Les Texans sont maintenant 6-2. Ils étaient 5-2. Donc, c'est vraiment une histoire de premier tour éliminatoire et d'un match de samedi après-midi du côté des Texans. Parce que par la suite, les Texans sont 0-5 en demi-finale d'association dans leur histoire. Et ils ont même pas. En fait, ils ont passé proche une fois en 2019 d'accéder en finale d'association. Ils menaient 24-0, tu t'en souviens. Ils ont perdu cette avance-là. C'était contre qui? C'était Oui, contre les Chiefs et Patrick les Mahomes. Chiefs, ouais. Euh, exactement. Et Patrick Mahomes. Donc, j'imagine que je pense pas qu'on va pouvoir cette fois-ci vaincre nos démons du côté des Texans. Tu as parlé de la défense, c'était assez exceptionnel comme performance contre les Chargers. Tout le monde voyait les Chargers favoris. J'ai aimé la performance du front défensif, Darnell Hunter et Will Anderson. Puis je pense que ça va être là la clé pour les Texans parce que c'est là, je pense, qu'ils ont un petit avantage. C'est la ligne défensive contre la ligne à l'attaque qui est vraiment ordinaire du côté des Chiefs de Kansas City. Si on peut appliquer de la pression, si on peut déranger Patrick Mahomes, c'est vraiment à mon avis, notre seul espoir de l'emporter. C'est vraiment que la défense, spécialement le front défensif, connaisse un autre gros match. Ouais, je vois ça du même œil parce qu'écoute, la défense de Houston la semaine dernière, elle a été incroyable. Puis oui, bon, on savait que les Texans avaient une bonne défense, mais pendant toute la saison, je crois pas que cette unité-là, cette unité défensive,
à jouer de la façon dont elle l'a fait le week-end dernier. En particulier, bon, tu as mentionné la ligne défensive. Écoute, les chasseurs de quart étaient possédés. Là. Ça a vraiment été incroyable. Tu as mentionné le nom d'Hunter, Anderson, mais même les plaqueurs aussi ont eu du succès. Tout le monde a contribué. OK? On a, on a complètement dominé la ligne à l'attaque des Chargers, qui est pourtant une bonne ligne à l'attaque. Je ne suis pas surpris que les Texans aient gagné, malgré le fait que moi aussi, j'avais choisi les Chargers, mais c'est la façon dont on a gagné. Tu sais, on a forcé des erreurs de Los Angeles, notamment de Justin Herbert, en raison de la pression qui a été constante sur Justin Herbert. Est-ce qu'on peut connaître le même genre de match? Là est la question, parce que ça, juste ce déséquilibre, cet avantage, du moins qu'on croit là, sur papier, que Houston a au niveau de sa ligne défensive contre la ligne à l'attaque des Chiefs, qui est un problème depuis la toute première semaine d'activité, ça peut être suffisant pour Houston afin de causer une surprise. Si on peut faire la vie dure à Mmh. Patrick Mahomes, si on peut le tabasser de la même façon qu'on a tabassé Justin Herbert. Pour parler aussi de la tertiaire des Texans, je pensais pas qu'elle allait être aussi bonne contre Justin Herbert. Derek Stingley, 2 interceptions. Il y en a qui commencent à penser qu'il est peut-être meilleur que Sauce Gardner, hein. On sait que c'est la même année de repêchage, troisième au total pour Derek Stingley. Kamari Lassiter également, une interception, mais surtout, il a accordé aucune réception contre lui durant la rencontre. Donc vraiment, la défense des Texans s'est élevée. Mais les statistiques sont pas à l'avantage des Texans parce que les Houston n'a jamais remporté un match éliminatoire sur la route encore dans son histoire. Je l'ai dit, son 0-5 en demi-finale d'association. Et Patrick Mahomes, lui, en revanche, il est 6-0 en demi-finale d'association. Et en 5 matchs contre Houston, 14 passes de toucher, seulement une interception dans sa carrière. Donc, personnellement, moi aussi, je favorise les Chiefs. Je pense que c'était cute, les Texans. Mais je pense qu'on a un meilleur défi devant nous, là. On a un groupe de receveurs quand même. Fred Dispo, Marquise Brown est arrivé en fin de saison. On a été chercher des Andrew Hopkins. Strictement, c'est des gars qui ont de l'expérience en éliminatoire. Donc, je pense que moi aussi que les Mhm. Chiefs vont l'emporter contre les Texans. Ouais, puis écoute, Kansas City, bon, c'est plein du groupe de receveurs de passes des Chiefs depuis le début de la saison, mais on a fait des ajouts, comme tu l'as mentionné, avec la transaction d'Hopkins, Hollywood Brown maintenant, qui joue depuis quelques semaines, lui qui a raté une grande portion du calendrier régulier. Malgré tout, on a un meilleur groupe de receveurs de passes. Je n'ai pas mentionné, bon, Travis Casey à la position d'ailier rapproché. On a un meilleur groupe de receveurs de passes que les Chargers. Parce que du côté des Chargers, écoute, notre meilleur receveur, c'est Lad McConkey, un receveur de passe recrue Hmm. de 175 livres, là. Tu sais, qui a connu tout un Le 5 match pieds quand 2. même contre la défense de Houston. Et ouais, qui n'est pas très grand, pas très imposant, mais quand même, là, il est tout un joueur de football. Mais tout ça pour dire que c'est pas la même chose. C'est pas le même défi pour la défense de Houston face à Patrick Mahomes. Qu'est-ce qui est fou là, de Patrick Mahomes, Marc-André, c'est que depuis le début de sa carrière en éliminatoire, à chaque saison, il s'est rendu au moins à la finale de conférence. Il s'est rendu au moins au match de championnat d'association américaine, si ce n'est pas au Super Bowl. Ça, c'est vraiment incroyable de la part de Patrick Mahomes. Alors moi, je crois que ça va se poursuivre. Il ne faut pas oublier que les Chiefs misent sur une des bonnes unités défensives de la NFL. CJ Stroud, il a connu un bon match contre les Chargers après avoir connu un lent début de rencontre, mais essentiellement, euh, la seule arme vraiment qu'il a explosive à la position de receveur maintenant en raison de tous les blessés qu'on a, c'est Nico Collins. Alors, je suis certain que Steve Spagnuolo ne va pas laisser Nico Collins battre son unité défensive. On est reposé. On a eu 2 semaines pour se préparer du côté de la rencontre de l'unité défensive de Kansas City. Alors, je ne suis pas certain que, en plus de ça, le match va avoir à Kansas City au Arrowhead Stadium avec la foule bruyante. Alors, ça va être beaucoup plus difficile pour l'attaque de Houston qui a joué à domicile la semaine dernière contre les Chargers. Tous les partants des Chiefs vont être en uniforme. Même Chris Jones, qui avait manqué quelques matchs en fin de saison, on dit qu'il sera à son poste pour ce match-là. Donc, les deux, on prend les Chiefs. Donc, on Oui, croit encore que Patrick Mahomes va se rendre en finale d'association. On passe au match suivant. Maintenant, les oui, Commanders de Washington. Oui, vas-y, excuse-moi. non, non, je dis oui, oui, non, non, je crois fermement que Kansas City va l'emporter. En tout cas, tant mieux si les Texans sont en mesure de causer la surprise parce que, on va se dire, là, le premier tour éliminatoire, mis à part le match entre les Commanders et les Buccaneers, aucune des rencontres a été serrée. Hein. Donc, Non. moi, je souhaite, si on a droit à une surprise, ben écoute, ça sera bienvenu, là, ça serait tout de même excitant de voir les Texans gagner, mais je crois pas que ça va arriver, mais on va voir, hein, c'est seulement un match, tout peut se produire.
Les Commanders de Washington vont se rendre à Détroit pour y affronter les Lions. Ça va se passer samedi à 20h. Et Didier, on a une question d'un partisan, d'un fan du podcast pour commencer, de Gabriel Buisson. Qui te pose la question, est-ce que Benjamin Saint-Just a perdu son poste de partant? De mémoire, il n'était pas utilisé sur une unité spéciale avant les dernières semaines. Croyez-vous qu'il sera plus utilisé lors du prochain match? On te remercie, Gabriel, pour ta question. Alors, Didier, Benjamin Saint-Just, est-ce qu'il a perdu son poste? Oui, ben c'est arrivé il y a quelques semaines qu'il a perdu son poste de partant au sein de l'unité de la défense des Commanders. Mais toutefois, le week-end dernier à Tampa Bay, ben, on l'a vu tout de même obtenir du temps de jeu. Là. Il est toujours en uniforme, il joue. Puis là, il a connu quelques moments difficiles au cours de la saison régulière. On en avait parlé, mais il obtient toujours du temps de jeu, mais il n'est plus au sein de la formation partante. Toutefois, alors écoute, il sera en mesure de retrouver son poste de partant. Là, bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver, bien sûr, contre les Lions, si les Commanders vont être en mesure de causer une surprise. Mais Benjamin Saint-Just continue d'obtenir du temps de jeu, puis quand même, il fait partie de cette équipe-là. Il a contribué, il a été un joueur partant pendant la majorité de la saison. Puis pour lui, ben, ça a été une première victoire en éliminatoire puisqu'il prenait part à son tout premier match éliminatoire le week-end dernier contre les Buccaneers de Tampa Bay. Puis sur son compte Instagram, via ses stories, il avait mis des images du vestiaire des Commanders après la rencontre. Naturellement, c'était la fête. Il y avait beaucoup d'ambiance. Alors, on va souhaiter une victoire des Commanders contre les Lions pour Benjamin Saint-Just afin qu'il accède au match de championnat de l'Association nationale. J'ai pas trouvé que Marshawn Lattimore a offert une grande performance contre les Bucks, par exemple. Est-ce que ça pourrait, selon toi, jouer en faveur de Benjamin Saint-Just, peut-être pour un retour dans l'unité partante, disons, en défense? Ouais, parce que Lattimore, il a ralenti, hein, et il semble vraiment Ouais. avoir ralenti. Là, ses changements de direction lorsqu'il essayait de couvrir Mike Evans. Ouf, c'était pas évident. Écoute, Mike Evans était en train de manger tout rond, si bien qu'à un certain moment donné, on a arrêté d'utiliser Lattimore contre Mike Evans. On a commencé à doubler Mike Evans, qui avait nettement l'avantage face aux vétérans demi-coin des Commanders. Parce qu'on était excités hein, lorsqu'on a fait l'acquisition Mhm. de Lattimore. Mais là, on se rend compte qu'il a effectivement ralenti. Il a subi des blessures lors des dernières années. Alors, je ne crois pas qu'il est toujours le demi-coin dominant qu'il a été plutôt au cours de sa carrière. En tout cas, il ne l'a certainement pas été. Puis, je ne crois pas qu'on va y aller d'un changement afin de répondre à ta question, là, comme ça, rendu aux éliminatoires, de changement majeur. Mais ça va être quelque chose à surveiller durant la rencontre contre les Lions. Si Marshall Lattimore connaît des ennuis comme ça a été le cas la semaine dernière, je ne crois pas qu'on va le retirer de la formation, mais est-ce qu'on va donner un peu plus de temps de jeu à Benjamin Saint-Just. Effectivement, ça sera surveillé au cours de la rencontre. J'ai une petite histoire pour toi. Je connaissais pas ça, Didier. Savais-tu que Ben Johnson, qui est le coordonnateur à l'attaque des Lions, avait interviewé pour le poste d'entraîneur-chef l'année dernière des Commanders? Puis il avait dit par la suite que bon, l'entrevue s'était vraiment pas bien passée. Puis il avait dit qu'il n'avait pas été impressionné par le nouveau groupe de propriétaires, que c'était plus je vais le citer, les basketball guys plutôt que des gars de football, donc avait vraiment été vraiment déçu de l'approche des propriétaires ou la philosophie des propriétaires des Commanders. Donc, c'est peut-être quelque chose à surveiller quand on pense que maintenant Ben Johnson va potentiellement choisir l'équipe laquelle il veut entraîner la saison dernière. Donc, c'est quand même intéressant de voir peut-être cette petite confrontation-là entre les Commanders qui ont finalement choisi Dan Quinn et Ben Johnson de l'autre côté. Bref, je ne connaissais pas cette histoire-là. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, je vais vous la partager. Donc, ouais, Ben Johnson, il y a peut-être un petit quelque Ouais, t'as chose, lu ça où? une petite crotte sur le Tu cœur, une petite crotte sur le cœur. J'ai vu des tweets passés qui dataient de l'année des dernière, là, tweets de de qui? février 2024. Mais en tout cas, il y Ah avait un petit oui, ok, crochet bleu, mais ben là, tu vas écoute. me dire que les petits crochets bleus, Non, c'est non, pas bon, mais là. Attends, je vais le retrouver. ouais, ben ça ne veut pas dire que ce que ça voulait déjà dire par le passé, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça donne une voix à tout le monde. Puis c'est un bon puis un mauvais côté. Parce que là, tu as des gens qui s'improvisent journalistes, qui s'improvisent analystes de football, mais des fois, ces gens-là, ils sont qui, là? C'est quoi leur background? C'est quoi, tu sais, Mhm. quelle expérience qu'ils ont? C'est quoi leur source? On les connaît même pas. Oui, ils ont plusieurs abonnés à leur compte Twitter, X ou peu importe là, comment on veut l'appeler, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont nécessairement qualifiés, mais ça se peut, là, je me pas doute de ce que tu viens de raconter, mais
clairement, je pense du côté des Commanders, si c'est vrai que Ben Johnson a dit ça, clairement, du côté des Commanders, on sait qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est une des plus belles surprises de la saison du côté de la NFL. Puis on vient de gagner un match éliminatoire. On a sélectionné le bon quart au repêchage. Alors, en tout cas, on va voir. Écoute, je ne sais pas si c'est vrai, C'était c'est pour ça que je ne veux pas trop envoyer Ben c'était Johnson sur le bus. Ouais, vas-y. Jenna Lane de ESPN qui avait tweeté ça à l'époque. Bon, OK, bon, elle Donc, travaille pour ESPN, donc là, j'ose croire qu'elle a des sources, mais 3 Ben février Johnson avait pas 2024. raison. Ben Johnson n'avait pas raison. Ça, les Commanders, ils savent qu'est-ce qu'ils font. On le voit avec les résultats que cette équipe, elle a eu, là, tu sais. Avait juste besoin que Dan Snyder quitte le navire. Ça n'a pas pris de temps avant Ouais, qu'on finalement. retrouve, retrouve une place en éliminatoire. Je voulais te parler du duel. Le dernier duel en éliminatoire entre ces deux équipes-là, ça remonte à la saison 2000, donc en janvier 2000. Jaden Daniels était un projet. Il est né en décembre 2000, quasiment 11 mois plus Hmm. tard. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ce sera les Commanders que j'ai aimé dans le dernier match, c'est qu'on a vraiment limité l'attaque au sol des Buccaneers et Bucky Irving à 101 verges au sol. C'est 36 de moins que notre moyenne en saison régulière. Donc, si on arrive à faire ça face au Lions, on a peut-être une chance de l'emporter. Ouais, mais là, ça va être tellement différent contre Détroit parce que qu'est-ce que j'aime de l'attaque des Lions, c'est qu'elle peut te battre de plusieurs façons. Elle peut te battre de toutes les façons. OK, si on est en mesure d'arrêter le jeu au sol des Lions, puis je crois pas qu'on va être capable de le faire parce qu'un des trois mises sur une, c'est pas la meilleure ligne à l'attaque de toute la NFL. Et puis, Jameer Gibbs, ben, il est sensationnel, on le sait, mais encore plus, on dirait, depuis la blessure à David Montgomery, parce que ça fait qu'essentiellement, ben, c'est lui le demi à l'attaque numéro un dans le champ arrière. On a vu qu'est-ce qu'il a fait face aux Vikings du Minnesota il y a 2 semaines. En plus de ça, il va avoir les jambes fraîches puisque les Lions avaient congé la semaine dernière. Donc oui, on a eu du succès contre l'attaque terrestre des Buccaneers. Il faut le mentionner, qui s'était classé au quatrième rang de la NFL en saison régulière. Alors, ça a été une bonne performance de la part de l'unité défensive des Commanders. Mais là, contre l'attaque de Détroit et Gibbs, mais là, c'est complètement différent parce qu'en plus de ça, par la passe, on sait à quel point on peut être explosif du côté des Lions de Détroit. Lorsque tu affrontes les Lions, tu sais que Détroit va marquer au minimum 30 points, si ce n'est pas 35 points. Donc ça met de la pression sur l'unité défensive, mais également sur l'attaque adverse. Puis du côté des Lions, on avait eu du succès contre les Vikings quand on a amené la cavalerie. Dans le dernier match, on avait blitzé plus de 56% du temps. Puis, force est de constater que les Rams avaient vu ça, puis ils ont utilisé la même recette par la suite. Mais tout ça pour vous dire que ce qui est peut-être que le blitz ici va moins fonctionner avec Jaden Daniels de l'autre côté, parce que Jaden Daniels, sa cote d'efficacité en termes de quart est de 90 lorsqu'il est sous pression. Donc, contre le blitz, c'est la troisième plus haute chez les quarts de la NFL. Donc, je pense qu'on va devoir, du côté de la défense d'Aaron Glenn, de peut-être un peu tempérer nos blitz ou nos pressions sur Jaden Daniels parce qu'il peut vraiment, comme je le dis, il est efficace en situation de blitz et il peut également courir avec le ballon, donc puis étirer des jeux et improviser des choses. Donc, peut-être que c'est peut-être un point à exploiter du côté des Commanders. Vraiment, Jaden Daniels a été exceptionnel lors du dernier match. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir comment que la défense, justement, le front défensif des Lions va être agressif cette fois-ci contre Jalen Daniels. Oui, ben, du côté des Commanders, on va devoir trouver une façon de courir avec le ballon. Puis je ne sais pas si on est en mesure de le faire. Parce que l'attaque au sol de Washington, à la fin de la saison régulière, elle n'était pas productive. Puis c'est ce qu'on a vu également la semaine dernière contre les Bucks. Écoute, Jaden Daniels, il a été tout à fait sensationnel. Pas juste par la passe, mais au sol également contre les Buccaneers. Donc, il a été l'attaque au complet là, des Commanders de Washington. Puis là, Mhm. contre Détroit, au Ford Field, avec l'ambiance qu'on sait qui règne au Ford Field là, depuis lors des 2 dernières saisons, finalement, qu'on a une bonne équipe à Détroit, la foule va être très, très, très bruyante. Puis là, est-ce que Daniels va pouvoir répéter le genre de performance qu'il a eu la semaine dernière afin de transporter l'attaque des Commanders? Là, ça commence à être beaucoup à demander. Là. Jusqu'à présent, il nous a pas donné de raison de croire qu'il ne pourra pas le faire, mais je pense que ce défi va juste être un peu trop. Parce que comme je l'ai dit, on sait que les Lions vont marquer des points. Ils vont marquer au moins une trentaine de points. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Ils le font à toutes les semaines. Mais sans l'aide de l'attaque au sol,
là, de demander à Jaden Daniels, Terry McLaurin et compagnie de battre les Lions à Détroit, je pense que la tâche est tout simplement trop lourde. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je vais choisir les Lions. Moi, je choisis les Lions afin de se rendre jusqu'au Super Bowl. Alors, malheureusement, je crois que pour Jaden Daniels et Benjamin Saint-Just, le parcours en éliminatoire va se terminer au Fort Field. Je souhaite de me tromper parce qu'il n'y a rien que j'aimerais plus que de voir Benjamin Saint-Just participer à un match du Super Bowl. Mais les Lions sont favoris pour une raison. Et puis, du côté des Commanders, le fait qu'on n'a pas d'attaque au sol, qu'on n'est pas en mesure de courir avec le ballon, avec nos porteurs, avec nos demi à l'attaque, je crois que ça risque fortement de rattraper Washington au cours du week-end. Moi aussi, je pense qu'on a offert une bonne performance en défense contre Bucky Irving. Par contre, Jahmyr Gibbs et le retour au jeu de David Montgomery qui sera de retour, ce sera une autre paire de manches. Moi aussi, que je pense que les Lions sont trop explosifs en attaque. Puis, on joue quand même bien du côté des Lions. On reste dans nos forces. On trouve des plans de match pour que la défense, bien qu'amochée, il va nous manquer plusieurs éléments. Pour que la défense demeure efficace. Moi aussi, je pense que les Lions vont l'emporter contre les Commanders et ainsi accéder à la finale d'association. Oui, puis tu sais, on a parlé bon, des déboires de Marshawn Lattimore contre Mike Evans le week-end dernier. Mais là, tu vas affronter Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams notamment, tu sais, Sam Laporta, Williams qui est tellement explosif. Je crois pas qu'on va être capable de limiter les gros jeux également du côté des Commanders. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Je crois que la rencontre soit serrée au moins jusqu'au quatrième quart, parce qu'encore une fois, à l'heure du premier tour éliminatoire, la majorité des rencontres, ben, 5 matchs sur 6, nous ont quelque peu, là, nous ont laissé sur notre appétit, en tout cas pour moi. Fait que j'espère que les matchs seront plus serrés ce week-end. Moi aussi, pareillement. Bon, ben écoute, ça, c'est les deux rencontres qui seront présentées samedi. Bien sûr, ces deux matchs-là seront également diffusés sur les ondes de RDS. Mais comme je le disais au début de l'épisode, j'ai eu une conversation avec l'humoriste Maxime Martin qui a accepté mon invitation de participer au podcast. Ça faisait un bout de temps là, qu'on ne l'avait pas reçu au podcast. On a parlé de différents sujets, de sa passion, bien sûr, pour le football, pas juste de la NFL, football universitaire américain, de son prochain show d'humour qui s'en vient au cours du mois prochain. Alors, écoutons ma conversation avec Maxime Martin, après quoi Marc-André et moi, ben, on va faire un survol des rencontres qui sont présentées dimanche dans le cadre des éliminatoires de la NFL. Maxime, ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de te recevoir au podcast. Ça fait un bout de temps, là, c'est la première fois de la saison qu'on a la chance de se parler. Yes! Exact. Très, même très content. Oui, parler football, man. Regarde, n'importe quand. Aussi longtemps que tu veux. Oui, puis écoute, on en parlait avant de commencer l'enregistrement de notre entrevue. C'est fou comment la saison se déroule vite, puis encore plus les éliminatoires, là, tu sais, il reste juste il reste 6 matchs à la saison, là, essentiellement 4 ce week-end, les deux finales d'association, puis après ça, le Super Bowl. Donc, ça va très vite. Attends, ça fait-tu vraiment 6, ça? Qu'est-ce que je viens de dire là? 4, 2, ouais, ça fait 6, 7 matchs qui Exact. restent à la saison. Ouais, c'est ça va vraiment vite. Écoute, le match qu'on a hâte de voir, là, c'est certain. Là. Tu sais, pour les gens qui ne savent pas, toi, tu es un mordu de sport, tu es un mordu de football Ouais. notamment, que ce soit la NFL, football universitaire américain. Mais je pense que tous les Oh, ouais. amateurs de football sur la planète, on a hâte de voir Lamar Jackson contre Josh Allen, les Bills contre les Ravens. Toi, dis-moi, là, comment tu anticipes cette rencontre-là? Puis à quel point, justement, tu as hâte de voir cette rencontre-là avec deux des plus grosses superstars de la NFL? Ben écoute, surtout avec le fin de semaine, le week-end qu'on vient d'avoir qui était quand même tranquille, parce qu'on a eu vraiment une sacrée belle saison de NFL. Tu sais, des Barkley qui atteignent les 2000 verges, tu sais, la façon que les Commanders ont viré littéralement leur saison et la franchise de bord. Tu sais, je veux dire, chaque semaine est excitante, chaque semaine avait une nouvelle histoire. Et là, premier week-end un peu décevant, mais je pense que là, écoute, ben du monde vont dire que c'est un match de Super Bowl un peu. C'est ce qu'on aurait peut-être voulu voir en finale de conférence. Mais, tu sais, honnêtement, entre KC, Buffalo, Baltimore, la seule affaire que je trouve triste, c'est. Puis je vais quand même confesser que j'ai jamais été un méga fan de Lamar. Je respecte son talent, mais tu sais, je suis pas un fan de Baltimore en général, tu sais, fait que. Mais je dois Pourquoi? dire que présentement. Ben, je sais pas, Ray Lewis me tapait ses nerfs. Ah, ça fait Harbaugh, je 13 l'aime ans que bien, Ray a mais. pris sa retraite, là. Ouais, non, je le sais, mais tu veux dire, ça reste pareil, man. Il faut choisir, il faut faire des choix à un moment donné. Mais
je trouve ça super excitant. Je pense que peu importe qui gagne, parce que je présume aussi que Casey va gagner. C'est ça la beauté des séries, tout peut arriver, mais en tout cas, puis moi, on sait que en tout cas, Casey devrait être là. Que ce soit Lamar ou Josh, ils vont arriver craqués pas à peu près. La seule chose que je trouve triste, c'est que pour un des deux, ça va être encore les questions éternelles de quand est-ce qu'ils vont se rendre au Super Bowl, etc., etc. Mais ça va être du vrai bon football. Là. On s'entend, ils vont faire fret. Ces deux équipes sont capables de non seulement avoir des carrières extraordinaires, qui sont capables de courir, mais qui sont aussi capables, mais, surtout du côté de Buffalo, ils ont moins de pression maintenant que Cook est capable de performer au sol. C'était pas mal la lacune des Bills dans les dernières années. Puis du côté de Ouais. Baltimore avec Henry, je veux dire, mais quel beast, quel monstre. On parle beaucoup de lui, puis je trouve qu'on parle pas assez de Derrick Henry. Ouais, ben ça cause un peu de la saison que Saquon Barkley a eu, je pense. Barkley a eu 2000 verges au sol, puis là, ça fait en sorte que, comme si la saison d'Eric Henry a passé dans l'ombre, mais écoute, il a gagné 1900 verges. C'est une des meilleures saisons de l'histoire de la NFL au sol. Là. Mais ça passe un peu sur le radar à Ouais. cause de ça. Tu parlais de la température, temps froid. Je sais qu'à Kansas City, on annonce du temps froid. Puis là, je disais tout à l'heure, il recommandait aux gens comment s'habiller. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, le match éliminatoire à Kansas City Ouais. contre les Dolphins. Il y avait bien des gens qui avaient eu des engelures. Puis même, je pense même il y a des gens qui ont même dû se faire amputer. En tout cas, on va voir s'il va faire aussi froid que ça Ouais. à Kansas City. Mais Ça, toi, c'est en des tant vrais qu'amateur, fans. Quand t'es prêt à risquer ouais, l'amputation, c'est que t'es un sacré fan. écoute, hey, moi, tu pourrais pas me payer pour aller assister à un match à -10 ou à -20. En tant que fan, en tant que spectateur, je l'ai fait sur les ligues de côté à des Coupes Grey. Écoute, c'est l'enfer. Il fait tellement froid. Puis en plus de ça, sur les lignes de côté, tu fais le piquet. Tu peux pas vraiment bouger tant que ça. En tout cas, c'est Non. l'enfer. Mais j'espère que les gens, justement, là, ils vont bien s'habiller. Mais tu sais, toi, en tant que fan de la NFL, de quel côté que tu es là, lorsqu'on parle des Chiefs de Kansas City? Est-ce que tu es un des partisans qui admirent les Chiefs, le fait qu'ils tentent de mettre sur pied une dynastie, sont en mesure de gagner un troisième Super Bowl de suite? On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la NFL. Ou tu es de l'autre côté de la clôture. Tu es un partisan, tu es un fan qui est juste fatigué de tout le temps voir Patrick Mahomes et les Chiefs en éliminatoire. Non, sérieusement, parce que, tu sais, de nos jours, la définition de dynastie est tellement différente, peu importe le sport. Je veux dire, ce que les Pats ont fait, je pense que ça serait, avant qu'on égalise ça, je veux dire, tu sais, Tom Brady, 7 Super Bowls, 10 apparitions, je veux dire, c'est hallucinant. Mais, encore une fois, tu sais, je suis pas un fan non plus. Je suis un fan des Pats. Fait que, tu sais, Casey nous a, tu sais, quand même, c'était toujours l'équipe qu'on appréhendait vers la fin de la carrière de Tom puis le début de celle de Pat. Mais, honnêtement, encore une fois, je veux dire, tu sais, faut rendre à César ce qui est dû. En fait, le vrai débat, qui est plus excitant à regarder, tu sais, Mahomes ou Lamar Jackson. Et je pense que cette année, c'est Jackson, mais tu sais, Mahomes, tu sais, il n'y aurait pas de dire you dog, mais c'est lui, the dog. C'est le chef de la meute, c'est le roi lion, là, tu sais. Je veux dire, honnêtement, euh, même si on gagné 2 Super Bowls, ils ont quand même été quoi, depuis qu'il est là en finale de conférence, ils n'ont jamais À perdu. tous les ans. C'est rendu au Exactement. moins la Fait que, finale et là, d'association à tous les ans. ouais. Fait que pour moi, c'est une forme de dynastie déjà. J'adore Andy Reid. Je trouve qu'encore une fois, c'est partout ce qui a été, c'est un gagnant. Ils ont perdu quand même des gros morceaux dans les dernières années. Je pense à Tyreek Hill. Ils ont toujours trouvé une façon de les remplacer. Ils arrivaient des fois dans des matchs super importants. Il y avait des grosses blessures. Ils trouvaient une façon de gagner quand même. Puis, honnêtement, j'aimerais ça que Josh gagne. Pas forcément que je suis un fan des Bills, mais on connaît l'histoire des Bills. Ce serait le fun que, justement, que cette espèce de curse de mauvais sort finisse par disparaître. Mais si jamais Pat en gagne un troisième, c'est comme OK, je pense qu'on on l'envoie au temple de renommée avant même qu'il soit éligible. Là. Oui, c'est ça, on envoie directement son chandail, son casque, ses crampons à Kenton en Ohio. En tout cas, j'ai bien hâte de Oh, voir ouais. ça. Surtout que, tu sais, en plus, Andy Reid, généralement, après une semaine de congé, là, ses équipes sont pratiquement invincibles. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Si la protection va tenir le coup contre la ligne défensive des Texans de Houston, qui la semaine dernière, on dirait qu'elle était possédée de la façon qu'elle a joué contre les Chargers et notamment Justin Herbert. Écoute, la saison 2024, je ne sais pas Ouais. pour toi, là, mais pour moi, Jaden Daniels, tu sais,
c'est possiblement l'histoire numéro un de la saison, en tout cas de la saison régulière. Là, en plus de ça, le week-end dernier, encore une fois, en fin de match, il a mis sur pied une séquence pour permettre aux Commanders d'éliminer les Buccaneers de Tampa Bay sans même l'aide du jeu au sol. Toi, tu sais, comment tu as vécu la saison 2024, tous les moments que Jaden Daniels nous a fait vivre, tu sais, sa carrière recrue, euh, Dan Quinn lui fait confiance en quatrième essai comme si c'était un vétéran. Il n'arrête pas de livrer la marchandise dans les moments importants. Moi, sérieusement, je trouve l'histoire super belle, tu sais, parce que monsieur, moi, tu sais, quand j'ai commencé à suivre le football, là, je suis vraiment tombé en amour d'entendre la rivalité des Redskins contre les Cowboys, tu sais, quand l'époque de Joe Theismann, puis The Hogs, puis John Riggins comme running back, tu sais, j'adorais, man, à l'époque qu'on appelait les Redskins, évidemment, tu sais, puis on connaît l'histoire avec le propriétaire qui était temps qu'il parte, et je pensais pas que le revirement allait arriver aussi vite que ça. Moi, j'étais pas un croyant, tu sais, quand ils sont arrivés au repêchage, moi, des trois qui sont partis en premier, je veux dire qu'il y en a un qui, je sais pas, Caleb Williams, de la façon qu'il a fini à USC, m'a pas inspiré confiance. Derek May, encore une fois, pas aussi dominant dans sa saison senior que dans sa saison junior au collège. Et Daniels, j'ai jamais eu, et encore une fois, j'ai là juste un pessimiste, là, mais ben, je veux dire, tu sais, moi, les gars qui ont été partants juste une année, encore une fois aussi, tu sais, tu peux comme, selon moi, l'apprentissage aurait dû être plus long. C'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire, là. On s'entend, là, tu sais. Euh, il était 4-13 l'année passée, là. 4-13, c'est Mhm. tout un revirement. Puis de ce que j'entends, puis ce que je peux voir, mais tu sais, je suis pas dans le caucus. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que ça, mais on parle d'un gars qui joue déjà comme un vétéran. Tu sais, on entend souvent ça d'un jeune carrière, ah, il joue déjà comme un vétéran, puis on voit déjà les lacunes 2 semaines plus tard. Écoute, la loupe a été grosse. Je me demande, honnêtement, tu sais, ce que les Bears, si les Bears se posent des questions, je souhaite une belle carrière à Williams. Je le répète, je n'étais pas convaincu, mais des trois, si moi j'avais été un DG, mais il m'inspirait plus confiance. Puis Joe, puis je veux pas faire mon prophète parce que je veux pas avoir un gars qui en connaît plus que les autres, mais Michael Penix puis Bo Nix m'inspiraient quasiment plus confiance que les trois premiers qui sont partis. Fait que, man, chapeau à Daniels de m'avoir fait ma gueule, là. Ouais, puis on dirait que là, pour le moment, là, c'est juste une saison ne fait pas une carrière, mais peut-être que les Bears n'ont pas choisi le bon carrière avec le premier choix du dernier repêchage. On va voir le temps, naturellement, ça va nous le dire. Mais cette passion-là que tu as pour le football, tu sais, pour le sport en général, tu es un gars qui est très actif, tu sais, tu fais des Ironman, beaucoup de courses. Ça vient de où, là, cette passion-là que tu as pour le sport, puis en particulier pour le football? Hey, c'est né très jeune, tu sais, fan de hockey, là, tu sais, comme tout le monde de ma génération, quand il fallait que tu te couché, tu espérais de sortir. Ça tenait toujours à terre à côté du sofa, sans dire un mot, puis tu retenais quasiment ton souffle pour que, tu sais, tes parents pensent quasiment que tu dors, puis tu voulais écouter la game, parce qu'à l'époque, il y avait un réseau, tu avais une game par semaine, c'était le samedi soir. Ma grand-mère était une maniaque des expos, fait que c'est elle qui m'a vraiment donné la passion du baseball. Le football est arrivé par la bande, comme je te dis. Moi, je me souviens encore des premiers. Quand Dan Marino est arrivé, cette époque-là, l'époque Joe Theismann, j'étais quand même assez jeune. Je devais avoir autour de 10-11 ans quand le football est rentré dans ma vie. Tu sais, j'ai toujours suivi. Le collège, la NCA est arrivé quand 13-14, je me souviens de m'acheter la revue de Sports Illustrated à chaque début de saison pour voir le top 25. Puis ça laissait beaucoup de place à l'imaginaire parce qu'encore une fois, tu n'avais pas ESPN. T'avais pas des networks comme SEC Network. Je veux dire, maintenant, tu peux regarder du sport 24 heures par jour. Et Mhm. je le sais pas. Puis j'ai toujours été actif, j'ai toujours joué. J'ai commencé à jouer au hockey, baseball très jeune. J'ai joué au football au secondaire. C'est juste jamais parti, c'est la détente totale. Maintenant, je m'en sers, comme tu as dit, pour voyager. Je le pratique aussi parce que pour plusieurs raisons. Je veux dire, je me suis quand même, même dans mes années un peu plus sombres, j'allais quand même de temps en temps au gym, mais le sport, ce que ça m'amène aussi, quand on parle des triathlons, souvent les gens vont me dire que mon histoire est inspirante, mais quand j'arrive dans un événement, mon histoire est une parmi tant d'autres. Là, on s'entend dessus, je veux dire, c'est plein d'anciens toxicos, puis du monde qui ont survécu à des dépressions, des cancers, des accidents de char. Cela dit, c'est pas un prérequis pour faire des triathlons. Tu peux avoir une vie tranquille et aussi participer à des activités. Mais c'est Ouais. tout ce que ça m'apporte aussi. Puis, tu sais, comme le baseball, le football, de voyager, d'aller dans des tailgates, de parler à des gens. Tu sais, moi, je me suis déjà rendu, je suis allé voir les Sooners, puis je me suis rendu en char, j'ai arrêté partout. Puis, on dirait que quand tu commences, que ce soit le baseball ou le football, qui sont des sports plus propices aussi
pour jaser avec tes voisins de section. À chaque fois que j'étais voir des games, tu finis toujours par parler avec du monde autour. Le baseball encore plus parce que c'est un sport plus lent. Puis comme j'ai dit, j'ai été dans le creux du Midwest, de l'Ouest, tu sais, puis on dirait que c'est très rassembleur dans cette société qui est de plus en plus divisée. Dès qu'il y a du sport, à part t'ostiner sur ton équipe préférée ou qui est le meilleur, c'est jamais fait avec animosité Mhm. ou de haine, tu sais, il y a toujours des cas, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ouais. c'est quelque chose où ce qu'on dirait que la passion du sport nous unit, puis c'est ça que je trouve le fun. Ouais, c'est vraiment une des rares choses qui rassemble les gens, là, tu sais, de voir ça. Tu sais, que c'est à tous les niveaux, là. Tu sais, l'année dernière, les Alouettes, tu sais, ils ont gagné la Coupe Grey à la suite de la saison 2023. Puis avoir vu, tu sais, les gens rassemblés au centre-ville de Montréal, tu sais, puis tu vois de toutes sortes de plusieurs couleurs et tout. Puis j'essaie de penser, tu sais, quel autre événement, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'événements, en tout cas, il n'en reste pas beaucoup, là, qui permettent aux gens, là, tu sais, de se rassembler comme ça, puis d'être heureux. Puis comme tu l'as dit, avec toutes les choses qui se passent, euh, tu sais, c'est ça, le sport prend une place de choix à cause de ça, je trouve. Mais tu sais, tu as mentionné, bon, certains des voyages sportifs que tu as fait afin d'assister à des événements sportifs, que ce soit au football universitaire américain, de la NFL. Est-ce qu'il y a un endroit, tu sais, que tu as visité, tu sais, qui te vient en tête immédiatement, là, que ça a été peut-être ton stade favori ou ton événement sportif ou s'il y en a trop, là? On peut dire, je veux dire, man, tu sais, Soldier Field à Chicago était quand même assez extraordinaire. Puis la veille, j'avais été voir les Badgers à Wisconsin. Puis, tu sais, écoute. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, puis j'aime ça autant au baseball qu'au hockey, bon, football collégial, mais tu sais, tu sais, cet été, je me suis tapé un voyage de baseball parce que j'ai vu autant de 2A et 3, en fait, plus de 2A et de 3 que j'ai vu de baseball majeur. Euh, je trouve que, tu sais, Ligue américaine aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau d'en voir, tu sais, ceux qui sont proches de leur rêve et loin en même temps, parce qu'on sait que même à ce niveau-là, c'est pas tout le monde qui va être appelé en haut. Tu sais, quand j'étais allé voir justement mon voyage de baseball, c'était la première semaine de septembre, la saison se terminait. Fait que, tu sais, je me souviens, j'étais à Somerset, au New Jersey, qui est un club école des Dodgers. Et tu vois, tu sais, il y avait une coupe d'espoir, évidemment, tu sais, qui sont justement pressentis comme dans le top 10 pour percer l'alignement un moment donné. Puis tu as des gars aussi où tu vois, il y a 26 ans, moi, il n'a pas mérité de 5,48. En tout cas, tu sais, ça sonne un peu la fin, justement, de cette espèce de long chemin de petit rêve de petit cul à la réalité te rattrape. Il y a quelque chose de poétique, de beau et triste en même temps. Fait que c'est toutes ces histoires-là qui viennent me chercher. Puis surtout, ce que j'aime d'un club école ou d'une petite ville, c'est que la ville ne vit que pour ça. Je veux dire, t'arrives à New York, t'arrives à Boston, c'est des grandes villes, c'est des passionnés de sport, mais je sais pas, tu sais, c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? De jouer au football Ouais. collégial, tu sais, Ben ça, on retrouve ça au tout football universitaire arrête. américain aussi. Tu sais, toute la ville Ouais, se exact. range derrière l'équipe, la région. Je me souviens, la première fois que j'étais allé à Ann Arbor, à l'Université de Michigan, ça fait très longtemps, mais la première fois que j'étais allé là, tu sais, puis c'est la première fois que j'avais vraiment vécu une expérience de football universitaire américain. Tu sais, je suis chanceux, le premier match de football universitaire américain que j'avais assisté en personne, c'était Michigan contre Ohio State, OK? À la fin de la saison Oh, ouais! 97, ouais, 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 ouais. À la fin de la saison 1997, Charles Woodson, notamment, avait réussi une Hey interception. boy! Il avait retourné un botté de dégagement pour un toucher, puis c'est ça qui lui avait permis de remporter l'Heisman. C'est finalement plus de 100 000 personnes au Michigan Stadium. Mais j'ai tellement de souvenirs de cette journée-là. Mais en particulier, de voir tout le monde qui marchait vers le stade. Tu avais l'impression que toute Ouais, la petite ville d'Ann Arbor était présente, puis tout le monde marchait dans la même direction. Partout, tout était aux couleurs des Wolverines. T'sais, ça fait longtemps de ça, mais je m'en souviens comme si c'était rien. C'est comme si c'était hier plutôt. Comme tu le dis, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs nécessairement. Il y a peut-être à Québec, avec le Rouge et Or, que c'est un peu ça en mini, là, on va dire. Puis on attire quand même plus de 20 000 personnes au match à domicile du Rouge et Or, mais c'est vraiment quelque chose de particulier aux États-Unis, comment la population se range derrière ces équipes. C'est surtout au niveau universitaire que je trouve ouais. qu'il y a quelque chose de magique, là. Ben, en fait, c'est drôle parce que
Moi, j'ai été à Ann Arbor une fois, puis c'était contre Michigan State. Fait que je suis pas loin. Je suis comme une petite coche en dessous de Ohio Mhm. State, mais puis, tu sais, Ann Arbor, c'est une ville de 40 000, puis c'est un stade de 112 000. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme, Ouais. c'est complètement fou. Puis moi, ce que j'aime, tu sais, c'est comme, tu sais, à travers mes voyages, souvent, je passe dans des petits villages où je vois que les infrastructures du high school, de l'école secondaire locale, torchent tellement d'installations qu'on a ici. Tu sais, les stades de baseball du junior high school. Et ça me gosse quand on parle d'infrastructure, puis l'argent, puis c'est ça, mais c'est parce qu'en même temps, quand tu as des endroits où ça donne envie de participer à un sport parce que c'est attrayant, tu sais, mon gars joue quand même assez haut au baseball, puis dans le coin de la Chine, tu sais, les poteaux sont croches, tout est rouillé, il y a des stades qui n'ont pas de clôture, tu sais. Mm. C'est comme, on veut que nos enfants bougent et d'avoir des infrastructures, un environnement qui te donne envie, où ce que ça devient fier, tu veux participer, tu veux être sur le terrain, tu sais, c'est, comme je te dis, moi, écoute, en chemin, des fois, j'ai arrêté de voir des games de high school où il y avait 5000 personnes. Tu sais. Il y a quelque chose de beau dans cette fierté-là, ce sentiment d'appartenance-là, que des fois, j'aimerais ça que ce soit plus contagieux ici. Oui, non, écoute, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Malheureusement, tu sais, ici, je sais pas, peut-être que ça serait sujet à une plus longue conversation, là, justement, Ouais, comment on est en retard là-dessus. Puis pour moi, en tout cas, il y a juste des bienfaits à tout ça, là, tout ce que tu viens de dire. Puis malheureusement, ici, ben, c'est ça, là, tu sais, la situation est complètement différente. Mais écoute, avant ouais. qu'on se laisse, j'aimerais qu'on Ben, parle deux secondes, de- mais parce que je veux pas t'interrompre, mais tu sais, comme le meilleur exemple, selon moi, c'est le football universitaire ici au Canada. On en voit de plus en plus de joueurs dans la NFL. C'est pas une vague Mhm, encore, mais tu sais, je veux dire, on en voit. Euh, mais quand je regarde, tu sais, quand est-ce qu'on va avoir, mais je te dis n'importe quoi, mais tu sais, une division 1 puis une division 2. On sait que du côté ici du Québec, on sait que ça va être le Rouge et Or, on sait que ça va être les Carabins. Il y a un manque de suspense, puis euh, je trouve ça dommage parce que si c'était plus balancé, ben, au lieu d'attendre ta troisième, quatrième année pour être un partant, tu pourrais peut-être justement te développer plus vite en jouant ailleurs. Comment ça se fait qu'on n'a pas justement une division 1 où justement le Rouge et Or se tape UBC ou je sais pas moi, les Mustangs avant d'arriver de Western, avant d'arriver à la Coupe Vanier. Je trouve qu'on ouais, c'est une devrait question de sous alimenter aussi, cette c'est une espèce. question d'argent, de ressources, tu sais, de demander, bon, supposons là, avec l'exemple que tu viens de donner, tu sais, de faire le voyage de Québec jusqu'en Colombie-Britannique ou vice-versa. Tu sais, c'est un voyage qui demande beaucoup d'argent, là, puis les ressources financières sont certainement pas les mêmes qu'on voit au football universitaire américain. Quand c'est rendu dans la C'est conférence clair. du Big Ten, tu USC, Oregon, qui font maintenant partie de la conférence du Big Ten, où la grande majorité des équipes ont toujours été des formations du Midwest. Là, tu sais, ils voyagent de l'Ouest à se rendre dans là. Écoute, là, c'est quoi là, les équipes qui gagnent là, lors des éliminatoires du football universitaire américain cette année? Les conférences reçoivent 20 millions de dollars. Tu sais, lorsque l'équipe Ouais, gagne un mais c'est parce que match, c'est puis il y quelque a un chose qui a programme. été. Ça a été alimenté, ça aussi, tu comprends-tu? Faut que tu le construises, faut que tu partes, faut que tu fasses le premier pas pour que ça Mhm, se construise. Peut-être que oui, tu sais, je veux dire, pan-canadien, c'est peut-être, mais tu sais, on pourrait quand même jumeler peut-être un peu plus l'Ontario puis le Québec, puis tu sais, justement, d'avoir mhm. cet engouement-là un peu plus. En tout cas, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. De un, je compte l'affaire ainsi de. La seule affaire qui me dérange ces temps-ci dans le football collégial américain, c'est écoute, les conférences qui changent à chaque saison. Moi, mes Sooners sont rendus dans la SEC. On va trouver le temps long pendant un bout, selon moi. Mais bon, c'est un détail, c'est un autre sujet. Et le Nil est quelque chose qui était temps qui arrive par rapport, je pense que c'est. Tu parles de millions. Je veux dire, oui, d'avoir une éducation aux États-Unis, on sait que ça coûte cher, mais là, c'est tellement démesuré que c'est juste normal que les joueurs touchent de l'argent. Mais moi, je commence à. Ça devient dur à suivre, ça devient dur à gérer. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir puis encadrer des jeunes. Imagine, là, tu sors du secondaire, il y a des petits culs de 18 ans qui signent déjà des contrats de plusieurs millions avec des commanditaires. Moi, si j'étais le collège américain, je mettrais des ressources de planificateurs financiers, il faut qu'il y ait des rencontres obligatoires. Puis les transferts, je limiterais ça à peut-être un maximum deux, mais il y a des gars qui ont joué pour 4 équipes différentes en 4 ans. Mais bon, là, je Ben, c'est le divague Far puis je pars West en dans ce une autre moment. direction, mais Ouais, ouais. ouais, non, mais je comprends. C'est le Far West présentement au niveau du football universitaire américain, dans tous les aspects que tu viens de mentionner, mais en même temps, c'est tout nouveau, là, tout ça. Donc, tu sais, en cours de route, au fil du temps, je pense,
qui va avoir un peu plus de structure autour là, de tout ce que tu viens de mentionner. Mais écoute, avant qu'on se quitte, il faut qu'on parle de tes projets personnels. Tu en as deux notamment. Tu as un nouveau Ouais. podcast, puis c'est un sujet intéressant qui parle notamment de santé mentale. Si tu peux nous en parler un peu plus, c'est quoi le nom de ce podcast-là? Puis qu'est-ce que vous essayez d'accomplir, bien sûr, avec ce nouveau podcast? Ben, le podcast s'appelle Trio Psycho. C'est avec ma fille et le docteur Marc Pistorio, qui est une sommité en psychothérapie. Et c'est venu d'une rencontre sur un autre projet qui était plus un pilote où ça a tellement cliqué entre nous trois que c'est même Marc, pour qui j'avais déjà une grande admiration, qui a dit il faut qu'on fasse quelque chose les trois. Euh, la santé mentale, moi, je le sais. Tu sais, je veux dire, moi, je consulte. C'est quelque chose que j'ai affronté il y a très longtemps. Livia, encore plus, évidemment, quand elle a vécu le triste décès de son chum, qui était le cycliste sur le Mont-Royal, le fameux Clément, qui était le fameux cycliste dont on a parlé à travers la province. Puis, même si on a fait beaucoup de progrès par rapport à la. Tu sais, c'est moins tabou d'aller consulter. Il y a encore justement des murs à faire tomber. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce projet-là, tout est là. Tu sais, c'est vraiment une discussion à trois présentement sur des sujets. Tu sais, là, présentement, je pense qu'on a rendu à 6 épisodes qui ont été diffusés. Allez voir sur nos réseaux sociaux personnels on a quand même créé une page YouTube qui s'appelle Trio Psycho. Euh, on, comme j'ai dit, on vient de sortir c'est le septième qui sort bientôt. On a fait ce qu'on appelle des saisons, mais là, on va passer à la phase marketing pour ça fasse, tu sais, nos tests sont faits pour que les gens en parlent, puis les commentaires sont vraiment touchants, puis génial de voir que les gens se reconnaissent. Ça va chercher justement. Tu sais, je pense que d'entendre parler de quelque chose que tu vis, tu te sens moins seul, puis ça te pousse peut-être justement, une fois que tu te l'admets, ou de voir que justement, il y a des solutions, il y a des avenues à aller chercher de l'aide, puis de gruger un peu plus loin. Puis c'est pas juste la psychothérapie, comme là, tu vois, on en a un sur les styles parentaux qui a été des moments quand même assez. Même moi, puis Livia, on n'a pas peur de confronter d'un grand mot, mais on sort beaucoup de choses qui sortent du personnel. Puis Marc est tellement un bon vulgarisateur de tout que c'est. Honnêtement, j'en suis vraiment, vraiment fier, puis ce n'est que le début. Et allez voir ça, vous allez voir, c'est pas lourd, c'est ça. Je suis surtout fier qu'un sujet qui peut être difficile à traiter. Il y a des moments sérieux, il y a des bons moments aussi touchants, mais c'est surtout fait avec légèreté. Fait que tu te sens pas écrasé par la lourdeur de ce que le sujet peut être. Au contraire, tu es captivé par le fait que j'avais pas vu ça de même. Ah mon Dieu, il y a des fous rires, il y a de tout. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup de bien. Ouais, ben ça, c'est vraiment super, là. Puis si ça peut aider les gens, justement, tu sais, parce que trop souvent avec ça, ce qui arrive, c'est que les gens, ils souffrent en silence, tu sais, ou ils sont gênés d'en Exact. parler à leurs proches, à leurs amis, à leur famille, d'aller consulter aussi. Mais peut-être ça, tu sais, ça va ouvrir les portes à ces gens-là, justement, afin de se rendre compte, ben, surtout que de nos jours, en 2025, ben, il y a plus grande ouverture d'esprit face à ces problèmes-là que Exact. On est rendu là. écoute, pratiquement tout le monde vit, là, doit gérer avec certains de ces problèmes-là de santé mentale à différents niveaux, naturellement, mais tu sais, ça fait partie de la réalité d'une grande partie de la population. Ça, Ben aucun oui, doute parce là-dessus. que on sait, je veux dire, ça paraît peut-être particulier, tu sais, avec tout ce qui se passe sur l'échelle mondiale, veut pas, même si c'est pas proche de chez nous, il y a une anxiété. Tu sais, les réseaux sociaux causent une anxiété. Tu sais, la situation économique cause une Ah, société. ben Puis des oui. fois, on sous-estime l'impact que ça a sur nous autres. Fait que, oui, tu sais, si on peut offrir une petite bouée qui fait ouvrir la porte, puis qui te fait justement vouloir aller plus loin pour trouver. Tu sais, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite d'être bien dans sa tête. Ouais, ben ça, c'est vraiment super. Puis on invite aux gens soit d'aller sur ton compte Instagram afin de regarder les extraits, de s'abonner à votre podcast. Puis tu as un autre gros projet là, qui s'en vient au cours de Ouais, l'hiver. C'est ton nouveau show, là. Ton nouveau show. Le nom, c'est Bon Chien. Parle-nous de ça, là. ouais. Si tu peux, là, je sais que tu veux pas divulguer tout, bien sûr, mais à quoi on peut s'attendre là, lors de ton nouveau spectacle? Ben, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est probablement mon spectacle le plus surprenant. Tu sais, je regarde parce que ça m'a pris du temps avant de trouver l'angle que je voulais faire, tu sais, en fait, ce que je voulais proposer comme discours, tu sais. Puis, tu sais, j'ai 55 ans, l'homme blanc, hétéro et tout. Tu sais, on a beaucoup été sous la loupe ces temps-ci, puis c'est de voir, tu sais, que moi, la bébête Maxime Martin, je l'explore encore, puis des remises en question, on en fait, puis euh, j'entends souvent des phrases comme hey mon Dieu, pas le fun de vieillir. Je commence à être non, attends une minute, il y a une façon de bien gérer l'évolution qu'on vit tous.
sais, la vie, autant on est tous différents, autant qu'il y a des choses qui sont vraiment, tu comprends, incontournables. On vit toutes les mêmes choses. Puis encore une fois, c'est probablement aussi mon show le plus rassembleur. Je parle beaucoup de justement comment je gère la bébé de Maxime Martin, comment que je suis en constante recherche de l'évolution, puis de faire grandir la bébête, puis dans mes habitudes de vie. Tu sais, c'est pas un show qui parle de mon ancienne vie, quelques petits clins d'œil, mais je confesse que ce que je fais maintenant pour bien entretenir le gars de 55 ans, au point de vue physique, spirituel, même superficiel, certains vont dire, par certains sujets, comme tu dis, je garde ça. Mais c'est drôle parce que quand je parle de mes nouvelles J'espère que tu habitudes fais de pas des vie, ça me injections au fait rire. Botox là, quand tu parles de superficiel. Là. Peut-être, je ne sais pas, venez voir le show, Peut-être. mais en même temps, ça me fait Attends, je rire parce regarde que ton quand j'en visage, là, parle, je pense pas. Tu m'as pas l'air de quelqu'un qui s'injecte du Botox, ça, je pense pas. Non. ou quelqu'un qui fait très bien la job. Mais joke à Peut-être part, aussi. c'est. Ouais, mais ça me fait rire de voir, tu sais, quand je parle, de voir les gens faire, oh mon Dieu. Les gens sont plus surpris de ce que j'avoue maintenant que tout ce que j'ai avoué tout au long de ma carrière. Fait que, mais ce que je trouve aussi le fun, il y a deux choses que je trouve le fun. Tu sais, à l'âge que j'ai maintenant, il y a du monde qui me suit depuis longtemps, qui amène leurs enfants maintenant au show, mais pas puis des enfants genre dans la vingtaine. Fait que je me sens comme un Rolling Stone. Et l'autre chose aussi, c'est que il y a non seulement les gens rient, mais les commentaires que j'ai souvent en DM, c'est Hey man, tu sais, quand t'as dit ça, ça m'a fait réfléchir. Ah, tu sais, quand tu parlais de ce que tu as vécu, euh, tu sais, ça m'a enlevé un préjugé que j'avais. Fait que, tu sais, il y a toujours une petite mission, je pense, derrière le mot. Puis je suis vraiment fier de la proposition que j'offre avec le nouveau show. Ah ben ça, c'est super, Max. Ton premier show, c'est ça va être le 5 février à Québec. Je crois est-ce qu'il y a toujours des billets disponibles. Puis dans la région de Montréal, ça va être quand le premier spectacle? Là, ben, en fait, on a déjà commencé évidemment le rodage, puis même presque le début de la tournée. Tu sais, j'étais à Mont-Laurier ce vendredi, à Varennes la semaine d'après. Mais la première médiatique, c'est à Québec le 5. Il reste quelques billets. En même temps, je suis vraiment. Tu sais, on sait que on va dire les vraies choses, c'est un milieu où ce que, tu sais, c'est pas l'offre qui manque. Tu sais, ça n'a jamais été aussi, je veux pas dire congestionné, mais comme je te dis, la demande est hyper grande. Puis en fait, ce qui est aussi difficile, c'est que non seulement il y a beaucoup de shows, mais il y a beaucoup de bons shows. La relève nous pousse dans le cul, nous autres les vétérans, fait que ça nous force à être encore meilleurs. Ça, je trouve ça le fun aussi. Du côté de Montréal, c'est le 13 février au MTELUS. Sinon, toutes mes dates, évidemment, comme d'habitude, sont sur le maximartin.com. Et je suis hyper flatté que c'est mon 6e show. Il y a beaucoup d'endroits où c'est presque complet. Là où on n'est pas complet, où est-ce que c'est un peu plus difficile, c'est déjà des moitiés de salle, voire des 2 tiers. Fait que moi, ça est encore pertinent. Puis que les gens soient encore curieux d'entendre ce que j'ai à dire après toutes ces années-là, ça me touche profondément. Ben écoute, tu partages ton vécu, t'es honnête, puis je pense que les gens répondent à ça, puis ils le sentent, là, tu sais, que ton honnêteté dans le partage, justement, ben, de qu'est-ce qui t'a mené à être la personne que t'es aujourd'hui. Puis comme tu as dit tout à l'heure, tu essaies toujours d'évoluer, tu essaies toujours de grandir, parce qu'il n'y en a pas de fil d'arrivée. Tu sais, tu fais de la course à pied, tu fais des Ironman, mais dans Ouais. la vie, il n'y en a pas de fil d'arrivée. On n'est jamais arrivé, il n'y en a pas de destination, c'est un éternel recommencement. Alors, puis faut en profiter pour essayer de s'améliorer puis d'apprendre et de grandir, effectivement. Mais Maxime Martin, écoute, je te remercie de ton passage au podcast Le Sac du Corps. J'espère qu'on va avoir l'occasion là, de se reparler prochainement, qu'on n'attendra pas un an avant de se reparler. Non, on va voir du football ensemble. Ben, écoute, merci infiniment de m'avoir invité, man. Quel job tu fais aussi, man, à la TV. C'est le fun. C'est juste de la pure joie de t'entendre parler. Plutôt que la gang, les boys, man. Écoute, je connais Ah, très merci, bien t'es les deux gentil. autres, surtout Bruno. Puis, On a une man, bonne équipe. continue, c'est le fun. Bruno, c'est le Ouais, talent du groupe, hein? Bruno, c'est le talent du groupe. ouais. J'ai eu des belles soirées avec Bruno il y a une certaine époque. Fait que, ouais, ouais. Il est franc, il Va est falloir inviter transparent. Ouais, ouais. Bruno. Va falloir inviter Bruno Ouais, pour parler de ça, là. Bon, ben quand parfait, tu veux. Maxime. Écoute, porte-toi bien. Hey, toi aussi, vous autres aussi. On passe maintenant aux matchs qui auront lieu dimanche. Tout d'abord, les Eagles de Philadelphie vont recevoir les Rams de Los Angeles. Ça va se passer dimanche à 15h, Didier. Et on a une question pour commencer de William Gonzalez, qui est tout comme moi, un fan des Eagles. Je te salue. Bienvenue. Je suis content de l'entendre, que tu es un fan des Eagles aussi. Je ne suis pas le seul. Non, je sais que je ne suis pas le seul au Québec, bref. Mais étant fan des Eagles, je me demande si on va réussir à battre les Rams. Jalen Hurts ne m'a pas convaincu, Didier.
Merci, William, pour ta question. Didier, Jalen Hurts, toi, est-ce qu'il t'a convaincu? Ben, écoute, je partage l'avis de William, puis j'ai bien hâte de t'entendre, étant donné que tu es un partisan des Eagles de Philadelphie. Mais oui, ça n'a pas été convaincant. Écoute, on a bien joué contre les Packers de Green Bay, essentiellement, puis on va en parler plus tard, bon, de la performance notamment de Jordan Love. Mais écoute, les Eagles n'ont pas réussi de jeu explosif par la passe. Puis en 12 matchs, il y a eu 12 matchs au cours de la saison régulière cette année que les Eagles ont passé le ballon pour 210 verges ou moins. OK? Puis je sais, on avait critiqué l'attaque aérienne des Eagles de Philadelphie, notamment A.J. Brown, même après une victoire des Eagles en saison régulière, on avait principalement utilisé le jeu au sol. Puis la semaine d'après, ben, l'attaque des Eagles avait bien fonctionné. Alors peut-être que, bon, ça fait partie du plan de match des Eagles. Bien sûr, on misait beaucoup sur le jeu au sol et c'est Quan Barkley. Mais oui, il a raison de se questionner, je crois, parce qu'on n'a pas vu de jeu explosif, mis à part quelques jeux ici et là. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été constant de la part de l'attaque aérienne, en particulier de Jalen Hurts. Moi, je choisis les Eagles afin de l'emporter contre les Rams. Mais je crois que William a raison de s'inquiéter. J'ai hâte de voir ça, là, de quelle façon l'attaque des Eagles va se comporter contre la défense des Rams qui possède là, tout un front. Là. Défensivement, on a vu qu'est-ce qu'elle a fait contre les Vikings du Minnesota. Puis on a beaucoup de profondeur au sein de ce front-là. Là. C'est bon, la recrue Jared Verse qui est sensationnelle. Braden Fisk, Kobe Turner. Alors, ce n'est pas les ressources qui manquent au sein de l'unité défensive des Rams. Afin au moins que le match soit serré, on va affronter toutefois les Eagles, puis on sait que les Eagles misent sur une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL, mais cette ligne-là va être mise à l'épreuve par le front de la défense des Rams. Moi, je pense que, est-ce que pour répondre à la question de William, est-ce que ça m'inquiète? Je trouve qu'il y a peut-être eu un peu de rouille du côté de Jalen Hurts. Faut se rappeler qu'il n'a quand même pas joué depuis 3 semaines. Donc, c'est peut-être normal à ce niveau-là. Mais moi, je vois ça. Les Eagles, on peut battre l'adversaire de plusieurs façons. Puis moi, je vois ça comme ça. Dans le cas du match contre les Packers, c'était la défense vraiment qui s'est illustrée. Et le jeu au sol, on a du jeu au sol efficace. Puis Jalen Hurts n'a pas besoin d'en faire tant que ça dans ce match-là, mais je pense que lorsqu'il va avoir besoin de se lever, il va pouvoir le faire. A.J. Brown a connu un match tranquille, on l'a vu, tellement qu'il lisait un livre sur les lignes de côté. Devante Smith aussi a connu un match très, très, très tranquille. Mais oui, c'est ça. Les côtés des Eagles, moi, je pense qu'on peut battre l'adversaire de plusieurs façons. C'est ça qui importe. Lors de la semaine numéro 12 entre les deux équipes, une victoire de 37-20 des Eagles sur les Rams. On se souvient, Saquon Barkley avait obtenu 255 verges au sol. C'est un record d'équipe. Il avait été tout simplement sensationnel. Si on arrive à avoir la moitié de cette production-là de Saquon Barkley, je pense que les Eagles vont être en business contre les Rams. Ouais, ben, deux choses. Premièrement, moi, je crois que la défense des Rams a dû être embarrassée par cette performance-là. Parce que du moment que tu te fais traverser au sol, là, ça vient piquer les joueurs. Là. Tu sais, c'est une chose, tu accordes 400 verges par la passe, mais là, quand tu accordes 250 verges au sol, ça fait Ouais. mal. Tu sais, ça pique l'orgueil. Donc, à cause de ça, je pense que la défense des Rams, elle doit prendre ça personnel, là, d'avoir l'opportunité d'affronter Saquon pour une deuxième fois cette année. On va vouloir se racheter. Là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit du côté de l'unité défensive de Los Angeles. L'autre chose, Marc-André, c'est que les Rams semblaient être inspirés. On sait qu'est-ce qui se passe à Los Angeles présentement là, au cours de la dernière semaine et demie, avec les feux qui sévissent. Euh, mais j'écoutais les propos de Matthews après la victoire des Rams contre les Vikings. Et puis Stafford disait à quel point l'équipe était unie, à quel point on voulait offrir une bonne performance pour nos partisans qui, eux, ben, vivent des moments difficiles. Alors, écoute, peut-être ça peut être un facteur justement qui va faire en sorte que les Rams, eux, ils sentent qu'ils jouent pas juste pour l'équipe, mais pour la ville de Los Angeles qui vit des moments très difficiles. Alors, on est inspiré par ça d'une certaine façon du côté des hommes de Sean McVay. Alors, moi, j'ai vraiment bien hâte de voir ça. La défense des Rams, parce qu'elle est talentueuse, c'est une des bonnes de la NFL, puis elle a terminé la saison en force. Alors que du côté de l'attaque, ça avait été plus difficile. Mais Matthew Stafford, je crois qu'il a livré un bon match contre les Vikings du Minnesota. On va voir si on va pouvoir répéter le même genre de performance. Mais tu as mentionné A.J. Brown et son livre. A.J. Brown qui d'ailleurs fait en sorte que l'auteur de ce livre-là est en train de devenir riche Ouais, soudainement. Parce que un sur Amazon, best-seller. le livre est devenu un best-seller. Oui, c'est ça exactement. Alors,
Ben, A.J. Brown, ouais, qui lisait le livre. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, là, quand tu as vu ça? Je suis curieux, étant donné que tu es un partisan des Eagles. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Écoute, on a essayé vraiment de minimiser l'impact d'A.J. Brown. C'est une tempête dans un verre d'eau. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Je sais pas, Didier. C'est la première fois que je vois ça. C'est du jamais vu, là. A.J. Brown, il y a un commentaire de Tom Brady qui m'a vraiment plu. Il a dit, c'est la différence parfois entre un joueur vedette, une star et un champion. Les champions n'auraient pas fait ce genre de choses-là. Je pense qu'A.J. Brown est un peu égoïste en termes de... C'est normal, les receveurs de passe numéro un veulent avoir des ballons, c'est normal, ils veulent être impliqués. Puis on a vu, des fois, les Eagles, on a différents plans de match. Là, c'était vraiment attaque au sol et la défense qui a vraiment mené cette équipe-là à la victoire, qui a transporté cette équipe-là. Puis ça risque d'être potentiellement encore le cas contre les Rams, si vous voulez mon avis. Mais comment, je sais pas. J'ai pas d'opinion. Comment j'ai trouvé ça? Écoute, Nick Sirianni a dit que ça ne lui dérangeait pas. Jalen Hurts a dit que c'est pas la première fois qu'il le voit lire, qu'il a ce livre-là quasiment à tous les matchs. Je sais pas. Toi, qu'en penses quoi? Ouais, écoute, je sais pas si c'était. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur au beau milieu d'un match de football en train de lire un livre sur les lignes de côté. A.J. Brown et Jalen Hurts, ils disent qu'il l'a déjà fait. Je sais pas si Hurts essaie de protéger A.J. Brown. Il veut pas créer de remous, étant donné qu'on est en éliminatoire. Mais peut-être que c'est arrivé auparavant, c'est juste que les caméras avaient pas filmé A.J. Brown en train de lire, de lire sur les lignes de côté. Mais peu importe, c'est complètement ridicule. C'est un match de football. Quand est-ce que tu vois ça, un joueur en train de lire un livre sur les lignes de côté? Comme tu l'as dit, les Eagles peuvent te battre de plusieurs façons. Peut-être que du côté de Philadelphie, on a fait juste ce qu'on avait à faire afin de vaincre les Packers de Green Bay. Mais moi j'ai bien hâte de voir ça parce que c'est pas la première fois qu'on entend Jay Brown rouspéter. Là. Bon, tu vas me dire qu'il rouspétait pas, il lisait un livre sur les lignes de côté. Mais moi, j'ai l'impression qu'il essayait d'envoyer un message. Il était mécontent Mhm. du fait qu'il n'avait pas été beaucoup ciblé. Mais honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Je ne crois pas qu'on a besoin de ça à Philadelphie, mais en même temps, les Eagles, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est pas Nick Sirianni, il y a tout le temps de la mésentente, mais malgré tout, on continue de gagner. Alors, peut-être que c'est juste une tempête dans un verre d'eau. Peut-être que malgré tout ça, ben, les Eagles, ils restent concentrés, parce que c'est ce qu'on voit du côté de Philadelphie depuis le début de la saison. Mais c'était bizarre. À tout le moins, là, on s'entend là, pour dire que de le Ouais. voir en train de lire son livre assis sur le banc. C'était très bizarre. Alors, tout ça pour dire que oui, je choisis les On a, Eagles afin de l'emporter et d'accéder au match de la finale de la conférence. Qu'est-ce que tu allais dire? on a déjà vu un carrière manger des hot dogs là, sur les lignes de côté, Mark Sanchez. Mais lire un livre, c'était une Ouais, mais il première. était retiré du match. Ouais, je me souviens de ça. Ben, sa journée de travail était terminée. Il était retiré du match. À l'époque, il jouait pour les Jets. Ça, les Jets avaient l'avance et tout. Il avait faim, là. Ouais. Écoute, si t'as faim, là, c'est différent. Hey, j'ai quelques chiffres pour toi. Tu parlais de la défense des Rams qui joue beaucoup mieux en fin de saison. Tu as parlé justement de l'orgueil depuis que Saquon Barkley les a piétinés. En 7 matchs depuis cet incident-là, depuis les 250 verges de Barkley, on a encore alloué en moyenne 104 verges au sol. Donc, on s'est franchement amélioré à ce niveau-là. Et tu as parlé vraiment de la défense, justement, qui joue mieux en termes de points alloués également. On a gardé l'adversaire sous les 10 points 4 fois à nos 5 derniers matchs côté de Los Angeles. Et la fois qu'on n'a pas donné moins de 10 points au moins, c'était le match où les partants étaient sur le banc. On a reposé tout le monde contre les Seahawks de Seattle. Un petit point peut-être à surveiller du côté des Eagles. Les Rams ont accordé le deuxième plus haut total de réception aux alliés rapprochés adverses cette saison. Ça pourrait être Oh, vraiment un bon match pour Dallas Goedert, qui est vraiment signalé là, dans le dernier match avec un toucher incroyable. Là. Il a quasiment traîné son ouais. poursuivant. Il l'a repoussé sur 30 verges à peu près. Donc, j'ai bien hâte de Ah, voir. pauvre On dirait que Dallas Valentine, Goddard, pauvre lui. Dallas Ah, Goddard ah, pauvre. semble. 3 fois, je pense qu'il l'a repoussé. Ouais, 3 fois qu'il a utilisé la ouais, technique ouais. du refus. Ah, c'est gênant pour lui. Ah. Ah. Je voulais juste mentionner en terminant que les Eagles sont sur une séquence de 3 matchs qui ont accordé 13 points ou moins à l'adversaire. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était sur une séquence de 4 matchs. C'était en 2017. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2017? Donc, lors des séries éliminatoires en 2018, lors de la saison 2017, c'est mêlant la NFL pour ça. Lors de la saison 2017, ben, on a remporté le Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Orléans. Ouais, la défense des Eagles qui a bien joué. Puis, ça a commencé dès le premier jeu du match. Hein?
Tu sais, l'échappée qu'on a provoquée, qu'on a recouvrée. Et oui, je dis la défense parce que qu'est-ce qu'on dit tout le temps au football? Sur les unités spéciales, le premier jeu en attaque, c'est le retour de bottée d'envoi. Le premier jeu en attaque de la rencontre, ben, c'est quoi? Le premier jeu en défense lors d'un match de football, ben, c'est l'unité de couverture de bottée d'envoi. Puis on est allé d'un plaqué percutant afin de provoquer l'échappée recouvrée. Je suis pas sûr, par contre, que les Eagles avaient bel et bien recouvré l'échappée, parce qu'on voit leur prise. Nixon, il recouvre le ballon, mais bon, il se bat avec, mais clairement, c'est ça qui arrive au football. Là, sous la pile, c'est pas fini tant que les officiels disent pas quelle équipe est en possession du ballon. On a volé le ballon à Nixon. Mais ça pour dire que la défense, oui, effectivement, des Eagles, elle a bien joué depuis le début de la deuxième moitié de la saison. Cette unité défensive, grâce à son coordinateur Vic Fangio, elle s'est grandement améliorée. Le choix de première ronde de demi-coin, Quinn Mitchell a provoqué un revirement également. Alors, j'ai hâte de voir ça face à Puka Nakua, Cooper Cup. De quelle façon, là, si on va continuer finalement à bien jouer, parce que la ligne offensive des Rams, elle joue bien, elle protège bien Matthew Stafford dans l'ensemble. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de le presser du côté de la défense des Eagles de Philadelphie? J'ai vraiment bien hâte de voir ça. Donc, tu prends les Eagles et évidemment, moi aussi, je choisis les Eagles. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour le plat de résistance, Didier? Le match tant attendu? Allons-y. Allons-y. Les Ravens de Baltimore vont affronter les Bills. Ce sera dimanche soir à 18h30 lors de la semaine numéro 4. Les Ravens avaient défait les Bills assez facilement, 35-10. Et est-ce que tu penses que le scénario peut se répéter cette fois? Je pense que les deux équipes, on n'est pas à la même place depuis cette fameuse semaine numéro 4. Oui, ça fait longtemps, hein, quoi. Le match avait eu lieu le 29 septembre. Mais on parle beaucoup, naturellement, tu sais, Lamar Jackson contre Josh Allen, hein, les deux favoris pour le titre de joueur par excellence. On parle des carrières, mais c'est les attaques terrestres qui vont faire la différence. Puis les défenses contre la course, je crois vraiment. Parce que bon, du côté des Bills de Buffalo, on a eu un changement de philosophie, hein. Durant la saison morte, on en avait parlé tout au long de l'été, durant notre podcast, qu'on voulait avoir une attaque plus équilibrée, qu'on misait davantage sur le jeu au sol. Puis c'est ce qu'on a vu tout au long de la saison. Puis on a vu ça également contre les Broncos de Denver. James Cook a connu un bon match. Mais toutefois, lors du premier duel entre les deux équipes, on a accordé 271 verges au sol aux Ravens de Baltimore. Les Ravens ont couru avec le ballon pour une moyenne de 8 verges par course. On pourra ralentir Derrick Henry. Moi, je crois que non du côté des Bills, parce que la défense des Bills, elle n'a pas été construite pour arrêter, justement, pour arrêter le jeu au sol. Alors, on a une défense qui est rapide. On a une bonne unité défensive du côté des Bills. On mise sur la rapidité de nos joueurs plutôt que pas plutôt que la robustesse. On est robuste du côté de la défense, mais on n'a pas nécessairement, on ne mise pas sur un front qui est très costaud. Alors, contre Derrick Henry, la ligne attaque des Ravens de Baltimore, je pense que le scénario pourrait se reproduire. Encore une fois, je crois qu'on pourrait se faire traverser au sol. Surtout que les Ravens, ben, écoute, on a gagné près de 300 verges, 299 verges au sol contre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière, dont 186 par Derrick Henry. Alors, je crois que ces scénarios-là, parce que je n'ai pas confiance que la défense des Bills sera en mesure d'arrêter Derrick Henry et l'attaque au sol des Ravens de Baltimore. Ça, sans compter également les courses de Lamar Jackson. 199 verges au sol que Derrick Henry avait récolté dans le premier match. Puis on dirait, là, plus que la température, plus qu'il fait fret, là, plus on est en janvier, là, il me semble que c'est pas plaisant. Plaquer Derrick Henry, c'est un train qui s'en vient dans le champ arrière, fait froid, les plaqués sont plus durs, ça fait plus mal, on dirait, lorsqu'il fait froid, non? Oui, non, t'as entièrement raison. Tu sais, de devoir plaquer un gros porteur de ballon comme Derrick Henry, un porteur de ballon qui a un style robuste, c'est pas évident, le par en froid, là. Donc, ça met à l'épreuve, justement, la volonté de vaincre des équipes adverses. Mais du côté des Bills, on est habitué de jouer dans le froid, là. Tu sais, c'est surtout quand tu vas affronter Mmh. des équipes, là, tu sais, qui jouent soit dans des dômes ou qui jouent par l'extérieur, mais une équipe comme les Dolphins de Miami, par exemple. Mais non, mais c'est un bon point que tu apportes. Par temps froid, là, c'est pas amusant, là. C'est pas le fun, là, comme on dit, de devoir plaquer un Derrick Henry. Ben, c'est jamais amusant, de toute façon, de devoir essayer de rabattre au sol Derrick Henry. Parle-en là, à Moi Minka Fitzpatrick, là, qui s'est fait gifler par Henry, on vient ouais. de le voir dans les faits saillants.
Moi, le point que je voulais apporter, je voulais parler de la défense de Baltimore parce que, tu sais, toi, comme toute la saison, on a parlé de la défense des Ravens, comme quoi qu'elle était vraiment généreuse par la passe, qu'elle était généreuse tout court. Même au niveau fantasy, j'étais souvent en train de vous conseiller des joueurs qui affrontaient cette défense-là. Mais force est de constater que depuis la semaine numéro 15, Baltimore accorde en moyenne seulement 11,4 points par match. On s'est franchement amélioré du côté des Ravens. Je pense que je pense qu'en ce moment, c'est l'équipe la plus complète dans l'association américaine, du moins. Je pense qu'on a une meilleure défense que celle des Bills en général. Je pense que ça aussi, pour moi, ça va faire la différence. Et écoute, Josh Allen contre Lamar Jackson, on attend ça. C'est un match vraiment incroyable. Deux attaques qui marquent en moyenne 30 points par match. Je m'attends à des feux d'artifice. Mais si on a une faiblesse du côté de Buffalo, c'est quand les corps adverses courent en sortant de la pochette et lors des situations, disons, de passe-écran, là, le fameux screen game qu'on dit en anglais. C'est vraiment, on a plus de difficultés du côté des Bills, puis c'est justement ce que les Ravens font bien. Donc, je pense que les Ravens ont un petit avantage à ce niveau-là. Ouais, parce que c'est ça, ça en fait beaucoup là, arrêter là, du côté de la défense des Bills de Buffalo. Tu vas me dire, bon, OK, même pour la défense des Ravens, c'est tout un défi d'affronter l'attaque des Bills de Buffalo. Les Bills, c'est quoi? Ils avaient une séquence de 9 matchs cette année au cours de laquelle ils ont marqué au moins 30 points. Je crois que c'est même une séquence record dans l'histoire de la NFL. Ben, pour en revenir justement à cette défense des Bills face à Lamar Jackson et compagnie, il est possible que Zay Flowers effectue un retour au jeu. On enregistre le podcast le mercredi matin. Alors, on va voir s'il sera en mesure de prendre part aux entraînements des Ravens. Mais la semaine dernière contre les Bills, sans Zay Flowers, ça n'a pas paru. Là. On a pas eu face aux Bills, face aux Steelers de Pittsburgh plutôt, on n'a pas eu d'ennui afin de traverser la défense des Steelers. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que la défense des Bills pourra ralentir Lamar Jackson et compagnie. Parce que la semaine dernière, Buffalo a été en mesure de contrôler le rythme du match face aux Broncos de Denver. Mais les Broncos, ça a été une belle histoire. Mais c'est pas le même calibre. Là, c'est une bataille de poids lourds là, entre les Ravens et les Bills de Buffalo, là, auxquels on va assister au cours du week-end. Alors, on a contrôlé le rythme du match avec notre jeu au sol et on a couru 44 fois avec le ballon contre les Broncos de Denver. On a gagné plus de 200 verges, 210 verges au sol, pour être plus précis, du côté de Buffalo. Mais maintenant, est-ce qu'on peut contrôler le rythme du match contre les Ravens de Baltimore? Je ne suis pas certain. Là. Je ne suis pas certain qu'on va être en mesure de le faire. On a aussi ce qu'on a fait bien du côté des Bills, puis ça va être une des clés, selon moi, contre les Ravens, c'est qu'on a contrôlé le temps de possession contre les Broncos. On a eu le ballon plus de 41 minutes contre 18 contre les Broncos. Les Broncos ont seulement eu 8 séquences en attaque durant tout le match. Si on arrive à faire ça contre Lamar Jackson, contre Derrick Henry et les Ravens, je pense qu'on a des bonnes chances de l'emporter, surtout qu'on est à domicile. Par contre, c'est l'heure des prédictions pour moi. Je pense que les Ravens vont battre les Bills. J'ai plusieurs amis qui sont partisans des Bills, puis je pense vraiment que la défense des Bills va faire que la défense des Ravens, ça va être une question de défense. Je pense que la défense des Ravens, au final, va avoir le dessus sur celle des Bills. Ouais, j'aimerais tellement ça voir les Bills participer au Super Bowl, même les voir gagner le Super Bowl à cause de toute leur histoire, toute leur historique en éliminatoire, les déboires qu'on a eus, tu sais, ça remonte à loin, là, on sait, les Bills ont perdu 4 Super Bowls de suite lors des années 90, puis même sous Sean McDermott et Josh Allen, tu sais, on s'est fait briser le cœur en éliminatoire, là. Il y a le fameux match au Arrowhead Stadium il y a quelques années lorsqu'on avait l'avance avec 13 secondes seulement à écouler au quatrième quart, on croyait qu'on allait accéder qu'on allait éliminer Kansas City. On a été capable de battre les Chiefs finalement cette année en saison régulière. Mais justement, là, cette attaque terrestre des Ravens de Baltimore, euh, Derrick Henry, je crois pas qu'on va être en mesure de ralentir. Puis même si tu ralentis Derrick Henry, t'as Lamar, qui est possiblement le joueur par excellence de la saison. Je pense que ça va juste être trop pour la défense de Buffalo. Puis on a vu, Marc-André, la défense des Bills est très généreuse. Il y a eu des matchs cette année. Souviens-toi le match à Los Angeles contre les Rams. Mhm. Oui, l'attaque de Buffalo avait marqué une quarantaine de points. Je pense qu'on a perdu quoi, 45-42 cette rencontre-là. Puis justement, les Rams, ils avaient été patients avec leur jeu au sol. Puis c'est ça qui avait fait en sorte qu'ils avaient été en mesure de vaincre Buffalo. Donc, je vois pas, je pense que c'est juste une mauvaise confrontation pour la défense des Bills. Cette attaque au sol des Ravens, puis jumelée avec Lamar.
en plus. Non, moi, je choisis les Ravens pour l'emporter. Donc, les 2 les Ravens. Tiens, tiens, c'est intéressant et on voulait faire un mot les 2. On voulait, parler des équipes qui ont été éliminées parce que pour la qu'est-ce qui arrive à ces équipes-là? Bon, pour la suite des choses, ce serait intéressant de voir, on a vu les tableaux des équipes éliminées. On a les Chargers, les Steelers, les Broncos, les Packers, les Buccaneers, bref, qui ont été éliminés. En commençant par les Chargers, peut-être, qu'est-ce qui a fait défaut et surtout, qu'est-ce qui attend l'équipe dirigée par Jim Harbaugh dans l'entre-saison? Qu'est-ce qui a causé l'élimination des Chargers contre les Texans? Ah, ben, qu'est-ce qui est surprenant de cette défaite-là des Chargers, c'est que les Chargers, tout au long de la saison, ils se sont pas battus. OK? Ça, c'est toujours la marque de commerce des équipes de Jim Harbaugh. On se bat pas, on est en mesure de provoquer de revirements. On évite d'être victime de revirements. En saison régulière, Justin Herbert seulement 3 interceptions. Là, lors du match éliminatoire à Houston, il a été victime de 4 interceptions. La ligne attaque des Chargers, qui est pourtant bonne, euh, écoute, elle a eu des ennuis en termes de protection pendant toute l'année. Puis je ne sais pas si ça, qu'est-ce qu'on voit à l'écran, ça a été le point tournant. Depuis qu'on a mis Jim Harbaugh dans la bulle, là, la bulle l'a transporté dans les airs. On voit que les Chargers venaient 6-0. Mais là, après ça, mais depuis qu'on a kidnappé Jim Harbaugh, ben, ça a mal été pour Nickelodeon. les Chargers. Ben oui, c'est ça. Donc, ça a été le point tournant de la rencontre. En tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle lorsque Guillaume m'a envoyé ça par un texto de me montrer ça. Il y, a- Mais il y avait sérieusement, Dora aussi là, du côté qui allait de commentaires assez percutants durant la rencontre. ah oui, ok, non, tu sais, j'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu ça. Mais ça pour dire, du côté des Chargers, si on prend du recul, la saison est un succès. Pas oublier, cette équipe-là a repêché dans le top 5 du repêchage l'année dernière. Puis là, en une saison, Jim Harbaugh est en mesure de mener les Chargers aux éliminatoires. Justin Herbert est critiqué depuis la défaite, avec raison, OK? Parce qu'il n'a vraiment pas connu un bon match. Mais encore une fois, comme je le disais au début du podcast, son seul receveur fiable, c'est Ladd McConkey, un joueur recru de 175 livres qui a connu une grosse rencontre. Mais donc, une des priorités, ça va être d'améliorer notre groupe de receveurs de passe du côté des Chargers. Mais vraiment, la ligne à attaque, sa performance m'a déçu du côté de Los Angeles lors du match éliminatoire. Mais dans l'ensemble, la saison a été un succès. Ça prend un receveur alpha, bref. Quentin Johnson, c'est vraiment pas la réponse du côté des Chargers. Puis peut-être la situation Ouais. des porteurs de ballon aussi. On a des vétérans, Oui, on s'est basé sur des vétérans, là, Dobbins, Gus Edwards. Je suis pas sûr que si on veut devenir une équipe qui aspire aux grands honneurs, ça va être avec ce genre de porteur de t'as ballon-là. On raison. dirait que les Chargers sont comme à un ou deux joueurs d'être vraiment dominants ou dangereux dans l'association américaine. Ils ont profité également du Ouais, c'est calendrier facile cette année. Vas-y. Oui, non, mais c'était la première année de la reconstruction des Chargers, hein. C'est vrai, tu as raison, la position de porteur de ballon, J.K. Dobbins, c'est une très belle histoire, là, après toutes les blessures qu'il a subies lors des 2 dernières saisons. Mais quand même, là, ça prendrait, selon moi, au moins un meilleur porteur de ballon que Gus Edwards afin de seconder Dobbins dans le champ arrière. Mais je me rappelle, c'est juste la première année de la reconstruction des Chargers. On a été en mesure de participer aux éliminatoires, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Alors, c'est une amélioration. Ben oui, il faut continuer finalement de rebâtir cette équipe-là. Mais je crois que dans l'ensemble, la saison était un succès. La seule chose qui m'inquiète, ça a été la déconfiture de Justin Herbert lors du match contre les Texans. Mais encore une fois, la ligne à l'attaque n'a pas aidé également. Ladd McConkey, c'est le Wes Welker. Ça nous prend maintenant un Randy Moss, si on veut faire une image. Et Puis je voilà. disais, oui, on avait profité du calendrier facile parce qu'on a une fiche de 8-1 contre des équipes qui ont joué pour moins de 500 cette saison. On est 3-5 face aux autres formations du côté des Chargers. Donc, ça reste à voir pour la suite des choses. On va avoir un calendrier plus compliqué la saison prochaine, ça, c'est sûr. On va parler maintenant des Steelers de Pittsburgh parce qu'il y a plusieurs questions qui sont soulevées à Pittsburgh, notamment celle que William Gonzalez nous a envoyée. Crois-tu, Didier, que Mike Tomlin va rester à Pittsburgh? C'est vraiment la grande question du côté des Steelers. Oui, William, ben, encore une fois, merci pour votre question. Ben oui, il va rester là. OK, il va rester à Pittsburgh. Parce que du côté des Steelers, c'est la direction des Steelers, pour moi, qui est à questionner. Puis il faut remonter dans le temps, là. On n'a jamais préparé l'après Ben Roethlisberger du côté des Steelers de Pittsburgh.
OK, on savait, là, souviens-toi des 2, 3 dernières saisons de Big Ben, il avait clairement ralenti. On aurait dû profiter de cette occasion-là afin de repêcher un autre carrière qui est second Ben Roethlisberger, qui l'apprenne, qu'il puisse observer le vétéran en carrière, puis après ça, que ce joueur-là soit prêt à remplacer Roethlisberger. Là, on a attendu qu'il prenne sa retraite. On a repêché Kenny Pickett, qui clairement n'aurait pas dû être repêché en première ronde. Il est maintenant en carrière réserviste des Eagles de Philadelphie. Puis là, on a mis un ruban adhésif sur la position de carrière cette année. Lorsqu'on a fait l'acquisition de Justin Fields et de Russell Wilson, il n'y avait pas d'attente du côté des Steelers. Il y a bien des gens qui ne croyaient pas que Pittsburgh allait participer aux éliminatoires. On a participé aux éliminatoires. Oui, ça a été une déconfiture contre les Ravens de Baltimore, mais Baltimore est une des meilleures formations de la NFL. Alors, tant aussi longtemps qu'on ne va pas solutionner la position de carrière du côté de Pittsburgh, ben c'est ça. On va être limité dans qu'est-ce qu'on peut accomplir lorsqu'on arrive en éliminatoire. Surtout qu'au sein de ta division, Marc-André, tu comptes sur Lamar Jackson et Joe Burrow notamment. Alors, à chaque année, tu dois affronter ces deux carrières-là qui sont parmi l'élite de la NFL à la position. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas améliorer la position de carrière du côté des Steelers, ben, on ne pourra pas gagner des matchs éliminatoires, du moins, on va avoir des ennuis à en gagner. Puis ça ne reflète pas sur Mike Tomlin. Puis une autre chose, la position de receveur de passe, on doit l'améliorer du côté de Pittsburgh. On mise sur Josh Pickens uniquement. Pickens, je ne sais pas c'est quoi son problème. Il va de déclaration, il ne donne pas son effort sur tous les jeux. Là, il semblerait même qu'il est arrivé en retard au match des Steelers qui était présenté durant la période des fêtes. Je crois que Pittsburgh avait joué lors de la journée de Noël. Apparemment, il est arrivé Mhm. en retard lors de ce match-là. Euh, Écoute, là, du côté des Steelers, on doit, encore une fois, ça, c'est la direction de l'équipe. Ça en fait combien de receveurs de passes qu'on repêche qui sont, oui, très talentueux, mais on est obligé de s'en débarrasser parce que dans le vestiaire, ils sèment le trouble, tu sais, que ce soit, bon, George Pickens qui est toujours là, mais Deontay Johnson, tu le vois, il change d'équipe à toutes les semaines. Mais c'est des Steelers qui l'avaient repêché. Antonio Brown, Martavis Bryant, tu me rappelais le cas de Bryant la semaine dernière. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, il faudrait peut-être passer en entrevue ces receveurs de passes. Est-ce qu'on regarde juste les vidéos, on se dit, waouh, ils sont talentueux. Il faut faire des recherches afin de savoir que ces gars-là, ils ont des troubles de comportement qui remontent à leur stage universitaire. C'est pas comme si ça arrive quand ils arrivent dans la NFL. George Pickens, il avait des troubles de comportement à Georgia. Alors, la direction, pour moi, des Steelers est beaucoup plus à blâmer que Mike Tomlin. Tu as parlé des Steelers qui doivent affronter Burrow, qui doivent affronter Jackson, et j'irais même plus loin dans l'association. Tu as Mahomes, tu as Josh Allen. Donc, quand tu arrives en éliminatoire, si tu n'as pas un quart élite, ben, tu vas faire ce que tu as fait. Tu as été éliminé au premier tour 5 fois lors des 8 dernières années, ben, ça risque de se ressembler. Tu ne peux pas vraiment faire un pas en avant avec 100 quarts de cette trempe-là, selon moi. Les Broncos de Denver maintenant, Didier. On a du positif quand même du côté des Broncos. On dirait qu'on a comme été trop rapide dans notre construction. On a participé à un match éliminatoire. On va gagner de l'expérience. On a trouvé un quart de concession, sur mon avis, en Bonix. On a une excellente défense. Euh, Reste maintenant à vraiment à aller chercher vraiment euh, des joueurs à des positions clés, peut-être investir dans un porteur de ballon de premier plan. On a vu comment ça a servi les Ravens et les Eagles en Derrick Henry et Saquon Barkley. On a vraiment un problème à la position de porteur de ballon du côté de Denver, mais on est vraiment sur la bonne voie. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Du moment que tu trouves un carrière numéro un, là, pour une équipe qui n'en avait pas depuis près d'une décennie, depuis Peyton Manning, t'es obligé de dire que la saison est un succès. La Bonix est très prometteur, bien encadré par Sean Payton. La défense a été solide tout au long de la saison. Alors, je suis d'accord avec toi. À la position de porteur de ballon, Javante Williams, il n'est pas redevenu le même joueur depuis qu'il a subi une blessure à un genou. Alors pour moi, également, ça va être une priorité, ça devrait être une priorité du côté des Broncos de Denver. Au cours de la saison morte, puis c'est supposé être une excellente QV à la position de porteur de ballon en vue du repêchage. Alors on va garder ça en tête durant la saison morte. Peut-être se grossir un peu sur le front défensif. On a vu qu'on s'est fait quand même bardasser. On a une bonne défense, mais peut-être qu'on est quand même. Tu as parlé d'être costaud tout à l'heure, des Bills qui ne le sont pas. C'est un peu le même problème des Broncos, tu trouves pas?
Ben, on a mené la NFL au chapitre des sacs du quart du côté de la défense Mhm. des Broncos de Denver. Alors, tout de même, mais oui, contre le jeu au sol, bon, c'est pas juste la ligne défensive également, mais si on peut marquer plus de points, ben, tu sais, ça aurait pu faire en sorte que les Bills auraient pu délaisser le jeu au sol, là. Du côté des Packers de Green Bay, maintenant, la grande question, c'est qui est Jordan Love? Qu'est-ce qu'on a en Jordan Love, Didier? Va-t-il devenir un bon corps arrière dans la NFL? Ben, ça reste à voir. Jordan Love, qui a été victime de 3 interceptions contre les Eagles de Philadelphie, euh, il gagne 50 millions par année. Puis moi, dès qu'on lui a donné une prolongation de contrat, j'avais dit, je comprends pas pourquoi. Jordan Love, il a juste connu une bonne deuxième moitié de saison l'année dernière. Puis on l'a immédiatement récompensé. Cette année, il a connu une saison en dents de scie, selon moi. Puis là, il n'a pas livré la marchandise contre les Eagles. Puis Jordan Love, il est jamais à son mieux contre les bonnes équipes. Ça se reflète du côté de la fiche des Packers. Les Packers ont un dossier d'aucune victoire et 6 défaites cette année contre les Lions, les Vikings et les Eagles, qui sont l'élite de l'association nationale. Alors, Jordan Love va devoir mieux jouer contre les bonnes équipes, mais je ne suis pas convaincu qu'il ait un quart arrière de concession. Est-ce qu'il a le talent de carrière de concession? Absolument. Mais les performances indiquent autre chose jusqu'à présent pour moi. Définitivement, il n'a pas prouvé qu'il mérite 50 millions de dollars par année avec les performances qu'il a eues cette saison. Jordan Love, en recul de passe, seulement 57% de ses passes complétées, 15 passes de toucher, 15 interceptions. 57%, c'est bon pour le 26e rang dans la NFL cette année. Et du côté des Packers, en attaque, moi je les verrais peut-être ajouter un receveur. Ça nous prend un meilleur receveur numéro un. On a une panoplie de receveurs de passe, mais selon moi, Christian Watson, c'est pas de sa faute, mais il est pas capable de demeurer sur le terrain. Romeo Doubs, ça nous prend vraiment un Marvin Harrison, ça nous prend c'est drôle, j'ai un ami qui est fan des Packers qui disait qu'il faudrait aller chercher DK Metcalf à Seattle. Mais ce genre de Ah, je receveur-là, suis pas d'accord. ce Je suis genre, pas... comme je le disais tout à l'heure, de mâle alpha, non? Non, je suis pas d'accord du tout. La solution, c'est pas un autre receveur de passe, certainement pas DK Metcalf qui se traîne les pieds durant certains jeux. Là. C'est pas la solution. Non. Mais mon point, c'est qu'on n'a pas vraiment de receveur numéro un. On a quatre receveurs numéro 2, numéro 3 avec les Packers, tu trouves pas? Non, non, je viens de dire, je suis pas d'accord. Jordan Love, c'est à lui de Et mieux c'est jouer. bon. C'est pas d'ajouter d'autres receveurs, c'est à Jordan Love à mieux jouer. Alors, passons aux Buccaneers maintenant, qui eux ont été, ben, c'est ça, ils ont été éliminés contre les Commanders de Washington. Les Bucks ils ont connu une bonne saison régulière. Euh, Est-ce qu'il y a des limites à jusqu'où qu'on peut aller en éliminatoire avec Baker Mayfield, pas de cas? Euh, c'est Baker Mayfield qui a été victime d'un échappé, c'est dommage. Il a tellement connu une belle saison régulière avec 41 passes de toucher. Mais je pense que vraiment du côté des Buccaneers, on est sur la bonne voie. Mais la question que je me pose, c'est comment on fait pour passer à la prochaine étape? L'année dernière, on a participé aux éliminatoires, on avait éliminé les Eagles de Philadelphie, on a participé aux éliminatoires pour une deuxième année de suite. Mais c'est ça, je ne suis pas certain, je vais devoir me pencher là-dessus afin de voir comment les Bucks peuvent passer à la prochaine étape la saison prochaine. Pas compliqué, il faut améliorer la défense, Didier. On a décidé de faire un placement, de créer l'égalité 20-20 et de faire le pari que notre défense va arrêter Jaden Daniels avec quelques minutes à faire. Mais comme de fait, la défense des Buccaneers est assez permissive durant toute la saison. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc, il faut vraiment améliorer la défense parce qu'en attaque, Ouais. on a des éléments. Bucky Irving a été exceptionnel. On a vu l'émergence en fin de saison de Jalen McMillan. Je pense qu'on a un receveur numéro 2. Je pense que Chris Godwin, son temps est révolu à Tampa Bay. Mais ouais, pour moi, c'est la défense qu'on va devoir améliorer du côté des Buccaneers en priorité. Ouais. Si on peut rester en santé au niveau de la tertiaire, ça aiderait. Il y a eu plusieurs blessés tout au long de la saison. Exactement, exactement. Maintenant, les Vikings du Minnesota, on a une autre question de Gabriel Buisson qui te demande comment expliquer les difficultés des 2 dernières semaines de la ligne offensive des Vikings, Didier. Ouf, ouais, ben merci Gabriel pour ta question. Ouais, ça a vraiment pas été facile. En particulier, ben, ça arrivait de tout bord, tout côté, là. Lundi soir, contre les Rams, Sam Darnold qui s'est fait tabasser, parce que là, c'est pas juste à cause de Darnold qu'on a perdu ce match. Oui, Darnold, il a vraiment mal joué, là. Lors des 2 derniers matchs, on se souvient de qu'est-ce qui s'est passé au Minnesota. Je ne sais pas ça pour le défendre, mais la ligne à attaque lors de ces 2 rencontres-là, les gardes en particulier, Pierre Vacheval en a parlé tout au long de la rencontre.
les deux gardes qui se faisaient battre. Donc, on va devoir améliorer notre ligne offensive, peu importe quelle carrière la saison prochaine. On va avoir le temps d'en parler durant la saison morte. Est-ce que Darnold sera de retour? On va faire confiance à J.J. McCarthy. Il ne faut pas oublier que Daniel Jones est un membre des Vikings du Minnesota maintenant. Mais la ligne à attaque, peu importe quelle carrière, faut l'améliorer. Il y a deux positions. Au niveau de la ligne à attaque qu'on va devoir améliorer et position de demi-coin du côté des Vikings. Lorsque la pression ne se rend pas, ben, les Vikings sont vulnérables au niveau de leur tertiaire. Sam Darnold face aux Rams, 9 en 17 lorsqu'il était sous pression pour des gains de 84 verges et il a subi 9 sacs pour des pertes totales de 82 verges. 84 moins 82, ça donne 2 verges seulement de total Ouais, pour Sam ouais, écoute. Darnold sous pression. Ouais, c'est dommage. Il a perdu peut-être 20 millions de dollars au cours des 2 dernières Ouais. semaines. On va voir le contrat qu'il va signer et où il va jouer la saison prochaine. Mais j'ai trouvé ça triste pour Sam Darnold. Il a tellement été une des belles histoires au cours de la saison régulière. Puis là, en 2 semaines, c'est comme si tout ça a été bouillé. On va voir s'il sera de retour au Minnesota la saison prochaine aussi. Il y aura un changement d'adresse dans le cas de Sam Darnold. Écoute, on a déjà Puis fait moi, le tour, Marc-André. Oui, vas-y, oui. Qu'est-ce que tu as à dire? ben, je m'en allais dire qu'il y avait une question de sélection de jeu, si tu veux mon avis, du côté des Vikings, mais on s'en reparlera. Quand ta ligne à attaque en arrache autant, là, peu importe les jeux que tu sélectionnes, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, il y avait des jeux où la pression arrivait en moins de 3 secondes. Pas, tu sais. Encore une fois, tu sais, Mais Darnold, oui, il a mal joué, mais ça part de la ligne à pour, attaque. Si tu vas avoir une chance, la ligne à attaque doit mieux jouer. pour résumer, j'ai trouvé qu'on n'avait pas de jeu dans les zones courtes. Tout ce qui était nos jeux, c'était des jeux dans des zones intermédiaires, dans des zones profondes. Lorsqu'on était en troisième et 4, on y allait de passe dans la zone intermédiaire. C'est des jeux qui sont à long développement aussi. Lorsque ta ligne à l'attaque ne tient pas le coup, parfois, peut-être dessiner des jeux, des petites passes, des courtes passes, des passes avec des écrans et tout, un peu ce que les Rams font avec Puka Nacua. On voit ça régulièrement durant un match. Ça aurait peut-être aidé Sam Darnold, mais bref, ça sera une discussion pour un autre jour. Non, ben comme je te dis, la ligne à attaque lie les mains de Kevin O'Connell lorsqu'elle joue aussi. Lorsqu'elle offre ce genre de performance-là, là, ça paralyse l'équipe au complet, ça paralyse également au niveau de la sélection de jeu. Bref, on verra quel genre de saison morte les Vikings auront. Ben, écoute, Marc-André, je te remercie pour cet épisode. J'espère pour les gens qui ont regardé le podcast, qui l'ont téléchargé, ben, cet épisode du podcast, le Sac du Cœur, vous a plu. On vous invite ben, à liker, bien sûr, nos publications, à liker les épisodes sur YouTube et à partager les liens des épisodes du podcast avec vos amis qui sont des mordus de football. Encore une fois, je remercie Maxime Martin d'avoir accepté mon invitation. On vous reparle la semaine prochaine alors qu'on connaîtra le carré d'as. Quelles équipes participeront au final d'association du côté de la NFL?